Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à bord de votre émission Faut qu'on en parle, votre émission de débat interactif en direct. Quand on est jeune, on se pose des questions sur son avenir, quel métier on va faire, comment on va gagner sa vie. La plupart cherchent du travail en tant que salarié, mais certains décident de prendre des risques pour réussir et se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons donc décidé de faire un focus sur ces jeunes patrons qui se lancent et qui réussissent. Alors pourquoi pas vous ? Nos invités seront là pour vous éclairer et vous donner l'envie de vous lancer. Faut qu'on en parle, c'est votre émission. Vous réagissez bien évidemment avec nous pendant le direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et même au-delà sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 qui est toujours ouvert 24h sur 24. Et pour co-animer cette émission, j'ai l'immense plaisir d'être avec Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Jeune, il n'est pas forcément évident de trouver sa voie professionnelle. Si être salarié est le plus courant, certains font le choix d'ouvrir leurs propres entreprises et devenir leur propre patron. Comment leur vient l'idée ? Devenir auto-entrepreneur peut être un véritable parcours du combattant. Comment faire toutes les démarches ? Comment trouver l'idée qui fera d'un beau projet une entreprise rentable ? Que ce soit par passion pour le business, chacun a sa propre raison de se lancer. Quel est le profil de ces jeunes ? Pourquoi se sont-ils lancés ? Zoom sur le parcours de nos invités. Quels sont les aspects juridiques à connaître quand on se lance ? Quels sont les pièges à éviter et les avantages à connaître ? Que mettre en place pour pérenniser au mieux sa société ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Faut qu'on en parle, les invités. Et on commence avec Maître Christophe Macon, avocat au barreau de Toulon. Bonsoir. Bonsoir. On a Marc Isidore qui est responsable régional de la communication, des partenariats et aussi responsable du site de Toulon de l'URSSAF. Bonsoir. Bonsoir. On a Christelle Régel qui est responsable de 100 000 entrepreneurs région PACA. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Quentin Bichy qui est cofondateur de LinkPic France. Bonsoir à tous. Laurie Calais, gérante du studio Victoria Méo, institut de beauté à Sifour-les-Plages. Bonsoir. On a Kevin Blo qui est gérant de Body Performer. Bonsoir. Dominique de Saint-Laurent, gérante et fondateur de WeLoge, agent immobilier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, première partie. Qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie ? C'est la question que beaucoup se posent. Et à un moment donné dans sa vie, leader dans l'âme, businessman ou encore passionné, comment se lancer ? Nos invités en plateau répondront à vos questions. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous donner quelques chiffres sur les auto-entrepreneurs ? Oui, en 2020, le nombre total de créations d'entreprises en France a atteint un nouveau record avec 848 200 créations, soit 4% de plus qu'en 2019, et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Cette hausse est de nouveau portée par les immatriculations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneurs, plus 9%, tandis que les créations d'entreprises individuelles classiques diminuent, moins 13%. Les créations de sociétés, elles, sont stables. 41% des créateurs d'entreprises individuelles avaient moins de 30 ans contre 38% un an plus tôt. L'auto-entrepreneuriat, ça concerne quel secteur, Luc ? Avec une progression de 22%, c'est dans les activités de transport et dans l'entreposage précisément que le nombre de créations d'entreprises a le plus augmenté l'an passé. Dans ce secteur, 62% des créateurs avaient moins de 30 ans. Vient ensuite l'immobilier, plus 10%, le e-commerce, plus 9%, ou la proportion des jeunes, elle, entrepreneurs, qui est également très élevée. À l'inverse, le nombre de créations recule dans les services ménages, moins 1%, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, moins 3%, et l'enseignement. Ce thème vous a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP sur notre répondeur le 07 839 839 75. C'est un véritable sujet qui vous questionne. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a eu Hervé de Paris. J'ai 23 ans et je n'arrive pas à travailler pour quelqu'un. J'ai envie de me gérer moi-même et ne pas recevoir tout le temps des ordres de tout le monde. Mais j'ai peur de me lancer. Quand on voit la complexité de l'administration française, la flemme de faire autant de papiers. Mélanie de Toulouse, la mission locale et Pôle emploi m'ont vraiment aidé à me lancer. Surprise de la facilité des démarches, je souhaite à tout le monde d'être aussi bien informé que moi, car être mon propre patron est la meilleure aventure de ma vie. Et on commence tout de suite ce débat avec une question qui souvent démotive les jeunes à monter sa propre entreprise. On connaît l'administration française, on sait que les papiers, ça peut être long. Alors combien ça prend de temps à créer une entreprise ? On va commencer par Marc ? Alors combien ça prend de temps ? Ça dépend.
C'est-à-dire que si là on est prêt, on est sur le statut de l'auto-entrepreneur, ça prend que quelques minutes. C'est-à-dire que vous allez sur un site internet, vous faites votre déclaration et en quelques minutes, la déclaration est faite. Vous recevez un numéro SIRET, qui est le numéro d'identification de l'entreprise. Donc on ne peut pas dire que c'est long. Par contre, je crée une SRL, je crée une SAS, une SASU. Là, c'est beaucoup plus long. Il y a plus de démarches à faire. Mais sur le statut, ça va très vite. Et il faut savoir que dans un an et demi, il y aura encore de plus grandes facilités puisqu'il y aura un centre national qui sera géré par l'INPI et qui permettra à toutes les entreprises, indépendantes, sociétés, de faire leurs démarches en ligne. Ce qui veut dire que les chambres de commerce, les chambres de métiers, ils avaient une délégation de service public. Et bien maintenant, ils ne l'auront plus et ça sera sur ce site internet, donc géré par l'INPI, qui fera les démarches. Donc c'est encore plus simple. Parce que si je vous racontais comment c'était avant, parce que et comment c'était les cotisations, on en parlera sûrement tout au long de cette soirée, comment c'était les cotisations pour les travailleurs indépendants avant, le statut de l'auto-entrepreneur, c'est d'une facilité consternante. Et donc ça va être tout ça encore plus simple de monter sa boîte, clairement. Ah ben, d'un point de vue administratif, c'est très facile, bien sûr. Mais attention, quand on crée une SASU, vous savez, on a créé beaucoup de SASU ces dernières années parce qu'on voulait quitter le RSI, qui n'existe plus. Donc là, une SASU, on précise pour nos auditeurs, c'est quand on se lance en tant seul, c'est ça, hein? Alors, la SASU, il faut un président et on peut avoir un directeur, ils sont assimilés salariés, la SASU. D'accord, donc il peut y avoir deux personnes. Voilà. Avant, c'était la SRL qui était fortement utilisée. Aujourd'hui, c'est la SASU. Et pourquoi la SASU ou la SAS? Pourquoi tout le monde est parti dans la SAS? C'était ça. Une des principales raisons, c'est je ne veux plus du RSI, ils sont des méchants, ils sont pas bons, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Donc, je crée en tant que salarié, enfin assimilé salarié. Donc, plus simple et plus facile. Et oui, justement, on avait une question de Solène qui dit « J'aimerais créer une entreprise en parallèle de mon boulot, mais je ne comprends pas les différents statuts, leurs avantages, leurs inconvénients. Un de vos invités pourrait-il m'expliquer ?» Christophe, peut-être ? Oui. Déjà, il faut savoir, soit on est entrepreneur ou auto-entrepreneur. Alors, on a le problème, c'est la responsabilité, c'est-à-dire par rapport aux pertes financières qu'il peut y avoir. Si vous créez une SASU, c'est une personne morale qui vous salarie, donc c'est elle qui est responsable. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il faut toujours penser à ce qui ne va pas, on sera sur une procédure normalement de redressement en liquidation judiciaire. Si vous êtes en nom personnel, à ce moment-là, ce sera en principe le surendettement. Sauf que, par rapport, je ne vais pas parler de ce qui fâche d'entrée, mais pour l'URSSAF, il y a un gros problème là-dessus, parce que si l'entreprise, vous êtes en société, l'entreprise est en liquidation, eh bien malgré tout, comme vos cotisations sont personnelles, on va vous demander personnellement les cotisations. Si maintenant... Sauf si le juge étend la liquidation à l'indépendant. Mais même, moi j'ai eu ben non, parce qu'on ne peut pas l'étendre. Après... J'ai vu des cas, alors après, vous êtes avocat. Moi, j'ai vu d'autres cas où c'était le ping-pong et où on ne pouvait pas. Et, avant d'en arriver quand même à la liquidation et tout, à la fin, là. Non, on va créer sa boîte, Christophe. Non, mais pourquoi un bon business. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut toujours penser, alors, excusez-moi de faire l'oiseau de mauvais augure dès le début de l'émission, mais il faut toujours prévoir le pire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe eh bien, si ça ne marche pas, parce qu'on est tout plein de vigueur, on démarre, on est plein de... On fait tout pour que ça marche. Et c'est ce qu'ils vont nous expliquer, nos invités ce soir. Mais malgré tout... Parce que ça va marcher. Bah, oui, mais il faut quand même prévoir. Bien sûr, faut prévoir. Moi, si j'avais un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent s'engager, c'est justement de penser, alors, de prévoir, mais ça ils le font, leur plan, de prévoir ce qu'ils vont faire, mais de prévoir aussi, et ça se fait dès le début, le pire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas, parce que de la structure que l'on va choisir... C'est ce que j'allais dire. Du coup, il faut, en pensant à ça, si jamais mon entreprise foire, qu'est-ce que derrière je risque, c'est ça? Où est ma responsabilité? Voilà. On a Eric qui nous posait une question, qui se demandait, lui, pourquoi déjà créer simplement une micro-entreprise? Qu'est-ce que c'est déjà qu'une micro-entreprise? Et à quel moment on considère que là, ça y est, on passe auto-entrepreneur? Il y a une différence entre les deux, Marc? Non, c'est le statut de l'auto-entrepreneur, c'est le régime de la micro-entreprise et du micro-fiscal. D'accord, donc quand on veut démarrer un business, c'est ça. Tout à fait.
Oui. Cet auditeur nous demandait c'est quoi la différence entre les deux. Il n'y a pas de différence. C'est vraiment auto-entrepreneur, micro-entreprise. Oui, Ok. c'est Je ça. rebondis là-dessus aussi, mais Oui. ça, c'est plus les experts comptables qui le maîtrisent beaucoup mieux. La fiscalité est très importante. Je pense que vous me le confirmerez. tout à fait. On va en parler. On parlera Ouais. après. Donc, il faut savoir ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on veut faire, combien on prévoit de bénéfices, parce que selon le cas, on va se trouver dans une catégorie ou dans une autre. Ce sont toutes des questions qu'il faut se poser au départ. Parce qu'après, pour changer, c'est pas toujours évident. Si. Ok. Pardon. Non, Quel est le c'était coût moi. pour monter du coup une entreprise? Faut-il avoir une grande trésorerie ou faut se lancer dans les prêts? Christelle? Alors, je vais laisser les experts Ah, répondre et moi j'expliquerai ensuite bien en amont à quel moment justement on choisit peut-être ou pas de créer son entreprise. Donc, je vais vous laisser terminer. Peut-être Christophe. Il faut essayer d'avoir, alors c'est toujours pareil, si vous avez un fonds de trésorerie, parce que intervenant aussi en redressement liquidation, malheureusement je fais de la création d'entreprise ou de société, mais j'interviens aussi en redressement liquidation et en surendettement des particuliers. Donc je vois ce qui peut se passer. Par rapport donc à cela, on a certaines entreprises ou certaines sociétés qui n'ont pas justement ce fonds de trésorerie et qui courent constamment après ce fonds. Pourquoi ? Parce que il y a un élément qui est très important dans l'activité que les personnes vont exercer, c'est être payé. Comment on est payé ? Et ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on est payé tout de suite ? Est-ce qu'on est payé avec un terme ? Est-ce que c'est du sûr ? Est-ce qu'il faut, parce qu'il faut aussi prévoir les personnes qui ne vous payent pas, qui vous plantent surtout au départ quand on démarre. Est-ce que nos revenus sont stables, fiables ? Ben oui, parce que quand on est jeune et qu'on se lance, il y a toujours des personnes bien intentionnées qui vous disent mais moi je connais du monde, ne vous inquiétez pas, et puis et qui vous embobinent et qui ne vous payent pas. vraiment. Donc et par contre le travail vous l'avez fait. Donc c'est aussi la trésorerie de départ. Alors soit on fait un prêt, mais on est sûr de pouvoir le rembourser, mais ça il faut bien savoir ce que l'on fait. Et ce d'autant plus, je finis juste sur le prêt, que même si on est en société, je l'expliquerai, même s'il y a une personne morale, la plupart du temps, les banques, et systématiquement en fait, vous demandent d'être caution personnelle sur le prêt. Justement, on a Quentin qui va intervenir sur le sujet, qui se lance. C'est vrai qu'en règle générale, c'est vrai que le micro-entrepreneuriat, auto-entrepreneur, ça coûte pas forcément cher. Par contre, c'est vrai que dès qu'on crée une société, on a toutes ces démarches avec les avocats qui nous coûtent plutôt cher. On doit créer les statuts. Il y a peut-être un pacte d'associés qui rentre en compte dès qu'on a des associés, qui fait qu'on accumule plein de petites démarches. Je pense vraiment au début, comme dit Christophe, c'est vraiment plus important de se baser sur son business model, de voir si on va devoir brûler beaucoup de cash au départ, si on va être rentable assez rapidement, voir si on a peut-être aussi le chômage, parce qu'il y a des aides qu'il ne faut pas qu'on oublie, qui nous permettent à nous, en tant qu'entrepreneurs, de ne pas se payer pendant un certain moment. Et chose qui est souvent importante au début de son activité, je connais que de très bons entrepreneurs qui peuvent se payer au départ dès qu'ils créent une société. La première année, c'est presque inexistant. Donc vraiment, il faut prendre en compte toutes ces démarches et ces étapes dans l'évolution de notre société. Et ça dépend du type de société qu'on Bien veut sûr. créer. De toute façon, ce qui est important, en effet, comme tu dis, Quentin, c'est de savoir que pendant un an, on ne pourra pas se payer. Et c'est donc d'anticiper cette réalité et d'avoir de la trésorerie de côté, déjà pour son quotidien à soi. Et ensuite, pour monter une société, ça dépendra vraiment de quel type de société on parle, en fait. S'il s'agit d'auto-entrepreneurs, on n'a pas besoin d'énormément de trésorerie pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Tout dépend de ce qu'on veut lancer. Il y a aussi des entrepreneurs qui se lancent pour arrondir aussi leur fin de mois, qui travaillent à côté. Et on peut monter une autre entreprise pour gagner quelques centaines d'euros, même 100 euros par mois. Oui, Marc ? Ouais, c'était la philosophie déjà du Au départ. dispositif en 2009. Rappelez-vous, c'était le travailler plus pour gagner plus. Donc C'est arrivé là, en fait, en 2009. en 2009, le statut de l'auto-entrepreneur au départ, c'était pour des retraités qui voulaient gagner un peu d'argent, des étudiants ou alors des salariés qui voulaient un complément de rémunération. C'est ça au départ. Et ensuite, maintenant, je crois que tout le monde s'est lancé. Vous avez rappelé qu'on était à 2 millions d'auto-entrepreneurs Ouais, c'est en énorme. France. On est à plus de 30 000 dans le Var, par exemple. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une entreprise sur deux qui se crée en auto-entrepreneur. Oui, mais dans ces 2 millions, on va dire, combien font juste ça pour gagner, arrondir un peu leur fin de mois, en fait, et combien le font vraiment et en vivent complètement avec un salaire Je sais pas le décent, on chiffre, va ça dire. après, si vous voulez, je vous pourrais vous, Non, on n'a pas. vous le Oui. communiquer. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un auto-entrepreneur sur deux qui déclare un chiffre d'affaires. Les autres ne déclarent pas. D'accord, donc Je déjà, dis il y a pas moitié que- d'auto-entreprises. Voilà. Parce qu'on peut monter, Sont faits, bien sûr. on peut se monter auto-entrepreneur, ne pas faire de chiffre d'affaires, on peut laisser dormir sa société. Il y a un coût de faire ça ou pas ? Non ? Non, il Si on faut n'a ça. pas de chiffre d'affaires, on paye rien. Non, Ok. on paye rien. C'était l'objectif du départ. C'était auparavant, dès que vous aviez démarré votre activité,
on vous appelait des cotisations alors que vous avez rien gagné. Le statut de loto a cassé tout ça pour dire je paye que si je gagne. Par contre, il faut envoyer son bordereau de déclaration tous les mois, même s'il est à néant, ça c'est une obligation. Il y a une limitation de chiffre d'affaires. Pardon ? Il y a une limitation de chiffre d'affaires en tant que... Oui, il y a une limitation. Donc là, si des jeunes, par exemple, nous écoutent, ou des moins jeunes, il n'y a pas de souci, c'est pas que les jeunes ce soir spécialement, mais voilà, si on veut monter sa propre boîte, c'est possible de faire ça. Il n'y a pas de risque au final, si on a une idée. Le statut de loto, statut de loto, c'était surtout pour démarrer sa boîte, pour essayer. Ouais. C'était ça. Je teste, parce que tout le monde ne peut pas devenir chef d'entreprise, on l'a rappelé tout à l'heure. C'est pas donné à tout le monde. Donc les démarches sont simplifiées, je suppose. Il n'y a pas besoin de prendre un comptable et tout ça quand même, non ? Alors, il n'y a pas besoin de prendre un comptable quand on est auto-entrepreneur, parce que on fait des factures avec un numéro de facture, c'est très simple, il n'y a pas de TVA. Comme à la maison. Comme à la maison, tout à fait. On n'a même pas besoin de compte séparé. Alors, il est obligatoire qu'on dépasse 5 000 €, mais sinon, vous embêtez pas et vous pouvez avoir un compte qui soit à votre banque, non pas un compte professionnel, mais un compte qui sera séparé. Ça, vous pouvez faire. Mais sinon, vous voyez, tout est simple autour du statut de loto. Après, il y a des chiffres d'affaires. On est limité. Ouais, voilà, c'est ça, en chiffre d'affaires quand on disait qu'il y avait des limitations. Il y a des limitations de chiffre d'affaires. C'est quoi, en gros, pour donner l'idée aux gens ? On peut aller jusqu'où On est à 75 000. Il y a deux paliers, en fait. Il y a deux paliers. Il y a un palier à 35 000, je crois. Et ensuite, plus que ça c'était avant, ça. Ça a augmenté. Non, je crois que c'est 40 maintenant. Non, je vais vous dire, on est à plus de 70 000 maintenant. Je crois que c'est 75 000. C'est 70 000 et quelques, oui, tout à fait. Le dernier palier, oui. Et oui, c'est pour ça que le statut d'auto-entreprise a beaucoup évolué ces derniers temps et aller jusqu'à 70 000 € de chiffre d'affaires, sachant que, en gros, quelqu'un qui monte jusqu'à 70 000 €, il a combien de charges, Marc ? Ça dépend. S'il fait de la vente, il est à peu près à 12. S'il fait de la prestation de service, il est à 22. Ah oui, au pire 22%. Ouais. Bon, allez, au pire un quart, quoi. Alors ça y est, 176 000. Ah oui. Pardon, 176 200 pour les activités de vente. Voilà. Ah oui. Et 72 600 pour les prestations de service. Ah oui, il y a de la marge. Vous savez qu'il y avait... Laurie a l'air choquée. Laurie ? C'est énorme. Non, je pensais pas que c'était autant. Approche-toi. Je pensais pas que c'était autant parce que quand... Donc, c'est sûr que la première année, quand on monte la société en auto-entrepreneur, on a l'ACRE. Mais comme du coup, moi, j'avais monté le même montage. J'avais monté l'auto-entreprise. C'était avant avec les anciens chiffres. Ouais. Et puis, avant de monter ma société à moi, en fait, j'ai commencé par bosser en auto-entreprise pendant quelques mois. Et après, j'ai monté mon SAS. Donc, en fait, mon auto-entreprise est à l'heure actuelle en sommeil. Donc, je déclare 0 tous les mois. Mais je pensais pas que c'était aussi énorme en chiffre d'affaires. Tu détailleras un peu ton parcours tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Nous recevons donc Christelle Régel de l'association 100 000 entrepreneurs. Quel est le but du coup de votre association ? Quelles sont ses actions ? Est-ce que tu peux l'expliquer et te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, déjà, merci de m'accueillir ce soir. Comme vous avez pu l'entendre jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes se sont posé des questions à un moment sur quel choix d'orientation professionnelle elles allaient faire. Et moi, j'ai envie justement, avant de rentrer dans cette option de créer son entreprise ou non, de vous ramener un petit peu en arrière sur les bancs de l'école. On a 13 ans, on est à l'école, on est plus précisément en 4e. Et les enseignants commencent à nous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard. Même nous, on commence un peu à se poser les questions et on ne sait pas trop. Donc, il y a plusieurs choses qui sont organisées à l'école pour nous donner des pistes et notamment les actions que mettent en place 100 000 entrepreneurs depuis donc 2007 que nous existons au niveau national. Donc, nous organisons des interventions auprès des jeunes de 13 à 25 ans pour les sensibiliser à l'entrepreneuriat. Alors, je vais être claire et limpide. L'entrepreneuriat chez nous ne constitue pas seulement la création d'entreprises. C'est être entrepreneur de sa vie professionnelle dans un sens général. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire pour s'épanouir plus tard dans sa vie professionnelle. Et donc, on organise des témoignages d'entrepreneurs qui sont autant des créateurs d'entreprises que des salariés qui sont, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'intrapreneuriat. Donc, on peut être salarié, porter des projets au sein de sa boîte, avoir des postes avec des responsabilités, avoir envie de se lever le matin et d'accomplir de belles choses professionnellement. Donc, nous, c'est ce qu'on met en avant. On fait témoigner des entrepreneurs et des intrapreneurs auprès des jeunes.
pour que ces personnes-là parlent de leur parcours depuis qu'elles-mêmes étaient sur les bancs de l'école. Donc, si elles ont fait des études, pourquoi ? Si elles en ont pas fait également, pourquoi ce choix ? Si elles ont monté leur boîte, si à un moment elles étaient salariées et que ça n'a pas convenu, si elles ont fait une reconversion professionnelle. Le but, c'est que les jeunes y voient une multitude de parcours qui se disent ah tiens, c'est pas si linéaire qu'on peut le penser. Il y a toujours des rebondissements possibles. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études dans tel domaine que je vais devoir rester dans ce domaine. Et je suis bien placée pour le savoir. 100 000 entrepreneurs m'a donné ma chance alors que je n'étais pas forcément dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, on souhaite inspirer les jeunes, on souhaite leur ouvrir le champ des possibles. On s'adresse à tous les jeunes, y compris les jeunes qui sont de ce qu'on appelle aujourd'hui les anciennes zones d'éducation prioritaire. Donc les quartiers de la politique de la ville. Donc on va à la rencontre de ces jeunes-là. On souhaite également promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes femmes. Donc on organise pour se faire des actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat au féminin qui sont également destinées aux jeunes hommes. Donc on ne les met pas à part. Et puis on souhaite également préparer les jeunes au monde de demain. Donc on organise des interventions sur des thématiques qui n'existaient peut-être pas il y a 10-15 ans. On ne parlait pas forcément de numérique, de digital, de food tech, d'écologie. Donc on organise des interventions sur ces thématiques-là. Et donc on souhaite que les jeunes ils s'inspirent de professionnels tels que vous, qui êtes présents ce soir, qui se disent avec telle valeur, avec tel levier d'action, avec tel réseau, on peut nous aussi entreprendre notre vie professionnelle. Et donc ça, on le fait à l'échelle nationale dans quasiment toutes les régions de France métropolitaine et d'outre-mer. Effectivement, ton association, on la retrouve partout. Alors, on la retrouve, on va dire, dans pas mal de régions. Je vais peut-être pas généraliser, il y a des régions qui ne sont pas encore ouvertes pour l'instant, mais voilà, il y a moyen quand même d'organiser des actions un peu partout en France métropolitaine et en Outre-mer. Et donc, alors peut-être pas pour finir, mais en tout cas, c'est des actions qui sont gratuites. Donc les établissements n'ont rien à débourser et on s'adresse également aux établissements qui accompagnent des élèves dits décrocheurs. Donc ce n'est pas uniquement pour les jeunes scolarisés. On organise également des actions auprès des missions locales, de Pôle emploi, des écoles de la deuxième chance. Donc on souhaite vraiment toucher tous les jeunes de 13 à 25 ans qui sont en pleine réflexion par rapport à leur carrière professionnelle. Voilà. Un site internet, bien évidemment, pour retrouver toutes ces informations bien super sûr, nombreuses. www.100 000entrepreneurs.com. Et moi, j'ai le plaisir de travailler avec Dominique de Saint-Laurent, qui témoigne de son parcours régulièrement dès qu'elle le peut, qui est avec nous ce soir. Et avec Quentin Bicci, qui vient de rejoindre également notre mouvement, j'ai envie de dire. Donc, moi, j'invite autant les enseignants. Je fais un petit peu de com, je fais un peu ma pub. Voilà, il faut qu'à faire. Il faut. Voilà, j'invite tous les enseignants, tous les encadrants de jeunes, tous les chefs d'établissement à nous contacter, à faire appel à nous, et puis surtout à tous les entrepreneurs, intrapreneurs, présidents d'associations, influenceurs, tout, à venir témoigner auprès des jeunes parce que vous leur servez de modèle. Voilà. Et juste pour ajouter, vraiment, c'est pas pour dire Christelle, mais souvent, en règle générale, dans l'environnement startup, on a ce qu'on appelle des mentors. Et on n'a pas encore vraiment... ce mode de consommation en France, de se dire que dans les écoles, il y a des personnes qui peuvent être des exemples, des modèles pour nous. C'est ça. Et il faut que ces personnes, elles puissent intervenir en classe pour aussi les motiver, ces élèves. Oui. Parce que ça n'a pas toujours été simple, pour eux certainement, comme pour d'autres. Donc vraiment, si vous pouvez rejoindre ce système parce que c'est vos valeurs et aussi en même temps une conviction personnelle, parce que vous auriez aimé l'avoir dès que vous étiez jeune, go. C'est ça. Et j'insiste aussi sur le fait que les entrepreneurs, quand ils y arrivent, font le lien aussi entre ce que les jeunes apprennent à l'école et en quoi ça peut leur servir plus tard, soit quand ils créent eux-mêmes leur boîte, tout ce qu'on est en train d'évoquer là, la fiscalité, le droit, les maths, etc. C'est des choses qu'on apprend quand on est sur les bancs de l'école, donc c'est très important un jour quand on vient à créer son entreprise ou à être salarié d'avoir ces bases-là dès l'enseignement, dès l'école, quoi.
On a une question de Patricia qui nous dit quelles sont les obligations à la création de l'entreprise et pour plus tard, comment être sûr de respecter toutes les démarches, fiches de paye, médecine du travail et surtout de rien oublier. Kevin, peut-être ? Toi, comment t'as fait, toi ? Pour la création de l'entreprise ? Oui, comment t'as fait pour te dire faut que je fasse cette étape, fiche de paye, comment je vais faire J'ai eu de la chance en fait, c'est d'être bien entouré au départ. Vraiment, j'ai eu ma mère qui m'a aidé énormément sur la création de l'entreprise. J'ai été mis en contact en fait avec un expert comptable qui était pas tip top pour le coup. Donc je me suis retrouvé en fait un peu, on va dire la tête dans le sac. J'ai eu du mal d'ailleurs à l'ouvrir. J'ai mis 1 an et demi quand même à me lancer. Faut savoir qu'il y a une tonne de paperasse à faire. C'est vraiment une galère pour le coup. Et moi, si je peux donner un conseil vraiment aux jeunes ou même aux moins jeunes qui veulent se lancer, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes, d'écouter ce qu'on a à leur dire et de vraiment prendre du temps avant de lancer l'entreprise. Donc non, c'est... Bon courage. C'est pas si simple que ça alors. Non, franchement c'est très compliqué. On est là pour essayer de démystifier le truc, pour donner envie aux gens ce soir de se lancer. C'est la rentrée, on est dans un contexte post-Covid, donc allez on se lance. Le monde conscient après aussi quand même. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Et ouais, c'est ça. Ouais. Ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que en tant que salarié, on a des avantages et des inconvénients qu'on a un patron. Là, quand on a une société à nous, l'inconvénient, c'est que la paperasse, c'est pour nous et c'est pas pour le patron, malheureusement. Donc, faut bosser le soir un peu. Faut bosser le soir en rentrant à la maison. Une société, c'est le plus gros changement qu'on a quand on a une société, c'est que quand on est salarié, on rentre chez nous, le soir, il n'y a plus de travail. Quand on est entrepreneur, on rentre chez nous, il y a encore du travail. Ça ne s'arrête jamais. La nuit, on y pense. Le matin, on se réveille, on y pense. Quoi qu'on fasse, on y pense. On pense toujours à être mieux. Et c'est là aussi où je pense que les jeunes ou les moins jeunes qui veulent se lancer, il faut savoir aussi être prêt et savoir si on veut vraiment vivre ça dans sa vie. Si on est prêt à sacrifier, entre guillemets, beaucoup de temps libre pour avoir cette liberté-là d'être son propre patron et de pouvoir faire réaliser son rêve, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'ai déjà eu des retours d'intervention dans les classes où les jeunes, justement, ont beaucoup de croyances autour de la création d'entreprise. Alors, c'est ou bien des croyances qui sont un peu sur un chéri, c'est-à-dire quand on est patron, le pognon, il tombe, on fait pas grand-chose, on a des salariés, etc. Donc, ou sinon, c'est le cliché, après. Voilà, c'est le cliché. C'est la première question que les jeunes... Tu aimerais ça. La première question que les jeunes y posent, c'est combien vous gagnez, quoi. Donc souvent quand les patrons se lancent, et Quentin l'a dit justement tout à l'heure, on gagne rien au début, hein. C'est ça. Donc peut-être qu'on a des salariés, peut-être même qu'on a des salariés au début que eux sont payés et pas moi, pas le patron, quoi. Donc c'est vrai qu'au début il faut pas lâcher le morceau, quoi. Au début, c'est compliqué, de sortir la fiche de paye du salarié et de se dire qu'à la fin du mois, on a récupéré les 153 € qui restent sur le compte. Ça pique un peu. Hein. Mais c'est le but. Après, comme on dit, c'est un sacrifice qu'on fait sur 1 an, voire 2. Ça dépend. Bon, après, nous, que ça soit Kevin comme moi. Ça marche aujourd'hui. Vous nous expliquerez votre parcours en seconde partie d'émission. Ça marche, mais on n'a pas eu la meilleure période aussi. Ouais, c'est sûr. Alors, moi, je dirais une chose qui est importante quand on veut se lancer, c'est savoir s'entourer. Aujourd'hui, on a énormément d'associations, de forums, de personnes qui bénévolement sont là pour aider les personnes qui veulent se lancer. Et en fait, Google, c'est notre meilleur ami. Et la meilleure chose à faire, c'est déjà aller chercher les personnes qui l'ont fait, pouvoir avoir les informations de leur parcours et ensuite s'entourer des personnes pour nous aider à monter le projet dans des bonnes conditions. Marc ? Oui, parce que j'entendais Google, c'est mon meilleur ami, mais c'est aussi mon meilleur ennemi. Hein. Oui, c'est vrai. On voit tout, il y a le copain qui a dit vas-y, tu te lances, et c'est pas cher, tu vas gagner, comme disait tout à l'heure, beaucoup d'argent. Il y a à boire et à manger, c'est ça. Oui, c'est sûr, mais vraiment faire attention. Et vous l'avez tous dit autour de la table, ce qui est important, c'est de se faire accompagner par des associations, des structures qui valent le coup aussi, parce que il faut les repérer. Moi, je suis permanent à VAR Initiative, c'est une plateforme régionale, où il y a des créateurs d'entreprises qu'on aide régulièrement, avec des comités de tutorat. Donc, il faut se faire accompagner. Et il faut aller voir il existe des dispositifs, des services pour ça, pour accompagner ? Évidemment. Là, bien sûr. Là, on a posé la question sur les salariés. Oui. Il y a un service qui est fait par les URSSAF qui s'appelle le TES, le titre emploi-service entreprise, qui permet à un chef d'entreprise de ne pas faire les déclarations de paye. C'est nous qui les faisons pour lui. C'est-à-dire que le TES, j'adhère, je fais une déclaration... Oui. Donc un peu comme on le calque ça existe sur pour les associations aussi. Bien ce sûr. service existe pour les assistantes maternelles, par exemple. Pareil, sur le CESU.
Ouais. le chèque emploi Le chèque emploi service, service. donc pour une femme de ménage. Donc ce sont tous des services, des offres de services de l'URSSAF. Même si on les appelle CESU, pages, ce sont des offres que nous avons bâties justement pour aider les créateurs. Et il y a aussi un expert comptable si jamais on a beaucoup de salariés, on va pas les oublier. Oui, mais on les pour aime. une boîte qui démarre, elle peut. Elle peut partir aux thèses, tout à fait. Ou l'association, il y a, comme tu l'as dit. Oui, une association peut utiliser ce service-là, chèque emploi associatif. Tout à fait. Et c'est simple, c'est très simple. Pas besoin de comptable. Non, c'est vraiment des services qui existent et sur lesquels il faut mettre le focus, je pense, et en parler. Voilà, les services de l'URSSAF. Il faut aussi dire que c'est évolutif, que la structure peut évoluer. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est On peut commencer avec ça et après basculer sur un expert comptable, etc. Une fois que le business a décollé. Bien sûr. Pas devenir la grenouille qui croyait qu'elle allait devenir un bœuf comme dans la fable de La Fontaine. Hein. Peut-être commencer au départ petit, sans avoir. Alors, il y a les deux. On va dire, il y a les deux options qui sont concevables. C'est-à-dire, soit on met les moyens d'entrée pour dire je fais tout. Il faut peut-être avoir les moyens aussi. Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Oui, on montre un peu le parcours de chacun. Oui, mais par rapport à quand on est, je dirais, un cliché fils, papa, maman, où il y a beaucoup d'argent. Pas qu'un cliché fils, papa, maman qui sont propriétaires de leur maison. La banque vous met une hypothèque dessus et vous fait un prêt. Oui. Voilà. Oui. Et après, quand ça se casse la gueule. Quand ça se casse la gueule, ouais. Voilà, et on se retrouve le. Mais tout se casse pas la figure, Christophe. Non, heureusement. mais alors, c'est justement là pour le moment j'étais assez négatif. C'est pour. Faut passer dans le côté positif. Je vais passer dans le côté. C'est pas la question d'être négatif. Je dis juste. Non, c'est juste mettre le warning. Il faut faire penser à ça quand même. Voilà. Il faut penser à ça parce que moi j'ai eu des dossiers justement où les sociétés ont été liquidées et au bout de 2, 3, 4 ans. C'est les personnes et souvent les parents qui avaient mis en hypothèque, qui se sont retrouvés et on a pu, parce que là aussi quand on est avocat, on peut quand même des fois sauver les maisons, mais ce que je voulais dire, et je le redirai avec force, faites très attention au cautionnement. Le cautionnement, C'était un peu raccord avec la question suivante d'un auditeur. On avait Philippe de Paris qui nous disait justement quels sont les points de justice à ne pas manquer pour pas se faire avoir. Voilà, c'est un peu raccord avec tout ça. Le cautionnement, c'est que quand on monte sa boîte, faut faire attention on le à ce type de signe. points. Alors parce que j'ai rien contre les banques, loin de là, mais malgré tout. Non, elles aident les boîtes à se lancer quand même. Oui, pour certaines. Pour certaines, mais enfin, elles prennent beaucoup de garanties la plupart du temps. C'est ça qui est gênant. C'est-à-dire qu'on parlait des États-Unis, on n'est pas sur une prise de risque comme aux États-Unis, où la banque va intervenir dans le projet, sur ce que j'en sais, et va prêter sans garantie, parce qu'en disant, je crois au projet, donc je le fais. Les banques en France, c'est je vous prête si vous avez des garanties. Ouais, vous êtes un peu d'accord autour de la table. Ouais, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a la chance, nous je sais qu'on est dans un accélérateur qui s'appelle l'accélérateur M à Marseille, à la CISAM. Et vraiment, on est accompagné avec des banques, le CIC, Crédit Mutuel et autres, si je peux les dire. Et on a des systèmes qui s'appellent les cautions BPI, en fait, qui permettent à des entrepreneurs, dès qu'ils créent leur boîte, de peut-être avoir 10 000 euros de prêt. BPI, c'est la Banque Publique d'Investissement, c'est ça? C'est le fonds qui a été créé? Oui, c'est ça. Et il y a énormément d'argent. Alors, c'est tout un système, il y a quand même des prérequis où il faut qu'on ait de l'innovation et autres. Mais une fois qu'on va contacter ces banques, c'est quelque chose d'assez simple. Enfin, c'est simple sans l'être. Mais en tout cas, il y a des garanties qui nous permettent que, un peu comme nous, dès qu'on n'a pas forcément beaucoup de trésorerie à la base, on a un bon projet. Alors, je dis pas que le mien est bon. Mais un projet viable. Voilà, dès qu'on a un projet viable et qu'on est motivé, et vraiment qu'on le montre, qu'on arrive à retrouver nos valeurs à travers cette boîte, vraiment que tous les organismes ils sont là pour nous aider. Après, il faut s'accrocher, pas lâcher. Comme Christophe dit, être conscient de bout en bout, le bilan prévisionnel, voir les chiffres d'affaires que l'on souhaite réaliser, et bien structurer tout ça. Parce que si on ne structure pas à la base, on se retrouve au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, où on commence à avoir un petit problème là parce qu'on n'a pas rempli ses documents, ou on n'a pas pensé à ça, et ça peut être compliqué. Mais quand même, à notre époque, je pense qu'au XXIe siècle, on a moyen de faire les choses. Vraiment. Après, Quentin, toi, tu es dans un business qui est sur l'innovation. Et c'est vrai que ce genre de structures vont suivre des personnes comme toi, mais pas forcément des entrepreneurs qui vont être sur un business beaucoup plus classique, on va dire. Et c'est là où on peut justement avoir des difficultés à trouver un emprunt et avoir une banque qui suive. Moi, j'en ai subi les frais. J'ai commencé comme ça à l'âge de 22 ans où j'avais une banque que j'avais pas à payer et en fait, j'ai dû négocier. Bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu expliquer les choses et au final, ils m'ont fait confiance.
mais c'est une pression énorme pour un entrepreneur. En fait. Bien sûr. Dans les conseils que l'on pourrait donner, c'est surtout de bien distinguer les ressources de l'entreprise et ses ressources à soi, et les biens de l'entreprise et les biens personnels. Parce que si vous en êtes... Il y a des signaux d'alerte quand même. On parlait, si vous êtes par exemple tenu de faire des préconsos pour financer votre activité, là il faut... alors ça peut être concevable peut-être sur un coup d'accordéon, des choses comme ça. Mais c'est par exemple ça, ce sont les premiers signes qui montrent que l'activité... Après il faut déterminer. Soit l'activité est viable mais il y a eu une difficulté, donc... Oui, comme, et c'est juste le coup de pouce, le coup qui va disiez, relancer la machine. Voilà, on s'accroche. Soit c'est qu'il y a un problème quelque part, on essaie de le résoudre, parce qu'il peut y avoir aussi, alors parce que j'étais au départ un peu négatif, mais il peut y avoir des erreurs qui sont faites. On fait un prêt par exemple pour les rattraper, mais il faut avoir pris conscience de ces erreurs et non pas que ce soit une fuite en avant. Donc, parce que l'erreur, un entrepreneur, il va très certainement, surtout s'il est jeune, faire des erreurs. Donc, s'il est bien accompagné, ça peut être évité quand même. A priori, Quentin a l'air bien entouré. Je pense que c'est important d'insister. C'est important d'être accompagné. Non, mais je pense que c'est important d'insister sur le point que effectivement l'erreur existe et que voilà, parce que alors oui, vous avez commencé sur une note un peu négative, mais l'important c'est de montrer aussi que c'est en faisant des erreurs que on peut tant qu'elles ne sont pas, j'ai envie de dire rédhibitoires ou mortelles, ou là on va aller dans des sphères un peu obscures et on va éviter. Mais c'est important aussi d'encourager les jeunes à entreprendre, même s'ils doivent faire des erreurs et peut-être même qu'ils devraient en faire tant qu'ils sont jeunes, et de ne pas censurer l'erreur, de ne pas censurer l'échec, parce que sinon personne ne se lancerait, j'ai envie de dire. Il faut surtout il n'y a pas d'échec, lâcher. il n'y a que des apprentissages. Et puis il faut surtout pas lâcher en fait. Parce qu'en fait, c'est souvent le schéma de l'iceberg là. Voilà. On le voit ça sur les réseaux, on le voit partout. La réussite, c'est le petit iceberg qui sort tout en haut, mais il y a tout ce qu'il y a en dessous, tout le calvaire au départ, les jours, les nuits à bosser pour que souvent, ça paye à un en fait, moment donné. quand on monte une société, on est un peu dans l'euphorie parce qu'on monte un projet qu'on a porté à bout de bras et qu'on est content de voir naître au jour. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent pas du tout comme on avait prévu. La gestion ne se passe pas du tout comme on avait prévu. Et des fois, ça peut être très décourageant et on peut même se dire, c'est bon, j'arrête tout, j'ai rien réussi. Et en fait, non, faut juste pas lâcher. Et je pense que la plus grande qualité que doit avoir un entrepreneur, en tout cas, c'est savoir se remettre en question et avancer en fonction de ses erreurs. Les erreurs, c'est obligatoire. S'en servir, oui. C'est ça, s'en servir pour ne pas les refaire et pouvoir aider les autres à pas faire nos erreurs qu'on a fait. Et surtout, ne jamais être seul. On parle de toutes ces associations, ces accélérateurs, ces incubateurs qui existent pour aider à la création d'entreprises. Mais il y a aussi tout l'entourage familial, et je pense que vous pourrez vous-même témoigner. Hyper important. Voilà, le soutien, hyper c'est important. Le soutien des amis, des proches, tout ça. Le soutien C'est primordial. Au départ, dès qu'on commence un peu notre affaire, peu importe ce qu'on fait, nos premiers, on va dire, prescripteurs, c'est nos amis, c'est notre famille, ils vont le relayer sur les réseaux sociaux. Nos premiers clients. Nos premiers clients, ils vont nous soutenir. Donc, et juste pour rebondir sur ce que disait Christelle, et aussi Christophe, il faut pas confondre précipitation dans la création d'entreprise vitesse et précipitation. Voilà, c'est ça. C'est que il y a plein de différentes étapes. C'est-à-dire qu'au début, on va peut-être pouvoir faire de la pré-création, de la pré-incubation, où on va avoir des associations, des organismes qui vont nous aider en première partie déjà à se dire on va peut-être faire un business plan, on va peut-être avoir des maquettes, se recentrer, voir comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Après, on passe au niveau supérieur, on commence à tester notre produit. Après, on passe au niveau supérieur, encore une fois, on crée peut-être notre société, on a des bureaux. Donc, il y a plein d'organismes qui, à chaque étape, vraiment, il faut juste essayer de se renseigner au bon moment, mettre les bons mots-clés sur Google. Parce que si on met les mauvais, on tombe sur des bêtises, comme vous disiez, Marc. Et donc non, voilà, il faut faire par étapes. Ne pas oublier de demander confirmation de ce que l'on peut voir sur Google, parce que moi je le vois en tant que... Il faut regarder un petit peu les sites. Voilà, parce que moi je le vois souvent, je vois souvent des clients qui arrivent ou des personnes qui viennent pour un conseil. Ah oui, mais j'ai vu sur Google. Oui, mais sur un forum où machin disait que, par contre, sur des sites plus officiels, comme le site du gouvernement, les sites de l'URSSAF, entre autres, il y a de la bonne info, de la vraie info, et c'est là où il faut la prendre. Oui, sauf qu'il y a la bonne info, mais n'oublions jamais que, quel que soit le texte, on n'est pas dans une logique d'affrontement loin de là, mais il y a d'interprétation quand même.
Et l'interprétation, par exemple. En général, sur les sites du gouvernement ou des choses comme ça, c'est assez neutre. Je dirais, c'est froid, c'est pas le terme, mais c'est factuel, objectif. Voilà, c'est ça. Et oui, mais après, il faut analyser, l'interpréter. Et oui, parce que le texte, il va peut-être s'appliquer d'une certaine manière dans une certaine situation, mais peut-être que dans d'autres que le texte n'a pas prévu, on va l'étendre ou on ne va pas l'étendre selon le cas. Et je voulais quand même aussi, parce que je veux pas passer pour le chat noir de l'émission, mais il y a quand même quelque chose que je trouve très important, puisque moi aussi j'ai créé mon cabinet seul. Au départ, j'ai commencé avec zéro dossier, il y a quelques années maintenant. Le plaisir que l'on a à faire une activité où l'on se lève le matin en disant c'est moi qui l'ai créé. Parce que c'est ça qui. C'est quelque chose de partagé sur le plateau. Voilà. Oui, non, mais parce que ça vaut tout l'ordre du monde. Voilà. Non, parce que comme je suis négatif, je vais pas non plus complètement. Il y avait une question qu'on avait notée, qui nous a laissé sur notre répondeur 07 839 139 75. C'était Jean-Louis qui demandait quels sont les avantages et les inconvénients d'être son propre patron. Là, clairement, c'est l'avantage premier. Ouais, mais il y a les inconvénients aussi. Alors, l'avantage aussi, c'est la liberté aussi, je pense. Parce que quand on est son propre patron, en fait, on fait un peu ce qu'on a décidé de faire. C'est notre société et c'est nous qui sommes en jeu dans cette histoire, donc on va pas faire en sorte de la couler. On est loin d'être bête, mais on a une liberté qui est bien plus grande et on a aussi ce truc de se dire, on se lève le matin, tout ce qu'on fait, on le fait pour nous-mêmes. On le fait pas pour quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui, sur pas mal de personnes, est un gros facteur de motivation. Par exemple, il y a des personnes qui se levaient le matin pour travailler pour quelqu'un. Pour eux, c'est niveau ego, niveau fierté ou même niveau leur façon de penser, ils ne supportent pas cette chose-là. Et ils n'ont pas forcément le courage de monter leur société. Moi, ce que je leur dirais, c'est foncez. Montez votre société, réfléchissez bien, mais faites-le parce que se lever le matin avec la boule au ventre pour aller au travail, il y a beaucoup de gens. Rien de pire. Et Kevin, si tu devais donner un inconvénient d'être son propre patron ? La rémunération, je pense. C'est la vraiment... rémunération au début ou après? Tout dépend si le business, on va dire, grandit. Mais je pense que la première année, en fait, c'est là où on a vraiment on se fait vraiment le plus de soucis parce qu'on se dit, est-ce que l'argent va rentrer? Est-ce que je vais réussir à me payer, sachant que le contexte actuel alors j'allais dire est compliqué. Déjà hors contexte Covid. Déjà là, c'est compliqué. C'est quand même plus compliqué. C'est ça, c'est super compliqué. Et du coup, en fait, on a la pression. Je veux dire, c'est une pression constante. Et le problème, c'est qu'en fait, il faut vraiment faire la part des choses. Il faut pas une bonne pression au final pour se motiver, pour se booster. Oui et non, parce que même quand on est boosté et que ça rentre pas, on se dit on cherche toutes les solutions, on tourne en rond pour que. Le problème, c'est que des fois, on donne tout pour que ça rentre et ça rentre quand même pas. Et là, c'est dur. Là, tu fais, là, c'est dur pour la fierté, pour l'ego et c'est dur financièrement aussi. Donc, c'est dur sur tous les plans. Mais non, vraiment la pression, je pense que c'est vraiment la pression de la rémunération. Et moi qui fais de la prestation de service, je me remets toujours en question. Et ça aussi, c'est un point négatif parce que du coup, je me mets la pression en fait à chaque coaching pour vraiment satisfaire mes clients. Et je pense que ça aussi, c'est un mauvais point. Il faut savoir un peu relativiser surtout. On avait une question d'Alice qui dit « Je veux me lancer, mais je me suis toujours demandé comment ça se passe en cas de maladie, accident du travail, quand on est son propre patron. » Marc ? Déjà, on n'a pas d'accident de travail. Sinon, on peut plus bosser. Il n'y a pas de couverture pour un indépendant s'il a un accident de travail. D'ailleurs, vous le remarquerez souvent, c'est que les entreprises, les commerçants et artisans sont rarement malades par rapport aux salariés. Alors c'est parce qu'ils peuvent pas se permettre de l'être. Ou que les autres peuvent le faire. On peut s'assurer quand même. Oui. Il y a des assurances, des mutuelles, des choses comme ça. Il va y avoir une prévoyance, D'accord. Moi, je parle de l'accident de travail. Alors maladie, déjà. Maladie, il y a. Si vous êtes malade, vous êtes couvert. Vous êtes couvert. Mais il y a des garanties au niveau assurance. Après, ça bascule au privé. Donc voilà, il faut. Si on veut se garantir contre le risque, mais c'est très compliqué sur un démarrage, par exemple, de cotiser. Il faut pas se voiler la face. On a déjà assez de charges comme ça. Si en plus faut prendre une garantie accident de travail, des choses comme ça, c'est clair. Maladie, là, mais ça se fait. Je veux dire. En gros, quand on est son propre patron, on n'a pas le droit de tomber malade, quoi. Ça dépend. Moi, j'ai une assurance homme-clé. Et c'est vrai que ça coûte un certain prix, mais c'est aussi une garantie. Il faut pouvoir se permettre. Ça. Je pense que quand on lance sa boîte, Quentin, je pense que c'est des choses que tu n'as pas mis dans ton business plan au départ. Pas du tout. Et même, on part travailler dès qu'on est malade, de toute façon. On est obligé. Après, je souhaite à tout le monde de pouvoir ne pas avoir à se payer
s'il est malade. Ça, c'est la partie inconvénient. Voilà. Parce que l'on est dans l'avantage, Ouais. inconvénient. Mais ouais, non, c'est même quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie d'aller au boulot le matin parce qu'on se couche à 4h du matin. Ouais, c'est Pas clair. le choix. Le lendemain matin, s'il y a un Mais rendez-vous, bon, il je y a un pense que rendez-vous. si vous êtes tous autour de la table, c'est qu'il y a visiblement plus d'avantages qu'en d'inconvénients. Bien sûr. Oui. Oui. D'accord. Moi, personnellement, je génère pas encore de. Eh oui, mais je tu nous suis expliques pas à ton encore- parcours, tu es en train de te lancer justement. Oui, donc, voilà. Mais c'est- oui, voilà, il faut pas l'oublier parce que après, outre la vision, les valeurs qu'on peut avoir, qu'on défend et qui nous mènent à penser long terme, parce qu'on a tous un objectif, hein, il faut pas se leurrer. Il peut être financier, il peut être à tout niveau, mais bon, voilà. Et pour ma part, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas ce manque parce qu'il y a des aides de l'État qui nous permettent justement de survivre. Mais voilà, il faut pas oublier tout ça. Moi, Marc, je vois aucun inconvénient à devenir entrepreneur. Donc, pour ceux qui nous écoutent, voilà, j'ai démarré à l'âge de 22 ans. Et c'est vrai que ça a été difficile. Maintenant, on apprend tellement dans la difficulté. On apprend beaucoup plus dans la difficulté que dans le succès. Et au final, quand on aime ce qu'on fait, même dans la difficulté, on kiffe. Donc, franchement, avec toutes les galères que j'ai eues, moi, j'encourage beaucoup les gens à se lancer parce que quand on aime, en fait, ce qui est important, c'est trouver sa passion et de pouvoir la faire comme on le souhaite. Et ça passe par l'entrepreneuriat. ben, beau message. On avait Florent qui nous dit ok, on est jeune, mais justement, comment gérer sa retraite en tant qu'entrepreneur? Marc? Alors, si je peux vous permettez que je rebondisse sur ce qui vient d'être dit, attention que ce soit pas non plus un effet de mode. Parce que nos parents, à l'époque, ils voulaient qu'on soit tous fonctionnaires. Vous vous souvenez? Puis après, on voulait surtout pas qu'on soit artisan commerçant parce que c'était dégradant de faire des études et de pas aller dans la filière générale. Donc aujourd'hui, ça je mets en garde les jeunes, il faut Les qu'il y ait temps un ont changé vrai quand même. Ouais. largement, Oui, vraiment. oui. Complètement, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Ah oui, mais en fait, je suis encore dans l'entrepreneuriat et j'ai des jeunes autour de moi qui démarrent avec moi et donc je vois leur expérience et je me nourris de ça aussi. Donc, Mais comme on disait tout à l'heure, on va pas gagner 2000 € ou 3000 € par mois directement, quoi. Même si on a un bac que non. plus 4, bac plus 5. alors moi, C'est je ne ça me suis pas aussi. payée pendant 4 ans. Hein. J'ai Voilà. démarré et j'étais à 0 pendant 4 ans. Donc, je sais bien ce que c'est. Non, mais c'était ça aussi qu'il faut dire aux jeunes. C'est génial parce que c'est aussi un effet de mode de dire je veux tous être patron, je veux plus être salarié parce que mon employeur je vais pas le supporter. C'est très compliqué aussi de retrouver des salariés aujourd'hui motivés quand vous êtes patron. C'est aussi ce problème-là. Ça, c'est Alors quand sûr. vous êtes seul toute votre vie, ça pose pas de problème. Mais quand vous avez une entreprise et que vous essayez de trouver des salariés aujourd'hui, il y a pénurie de salariés partout. Vous en trouvez plus dans le bâtiment, vous en trouvez plus dans la restauration. ouais. Bon, et là c'est compliqué. Votre chef vous plante parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, vous êtes dans la galère. Ah, bah c'est sûr. Hein. Dans la restauration, Donc- aujourd'hui, c'est un calvaire. Mais bon. Ouais. Mais voilà, c'était aussi pour dire, je vais prendre le relais de Christophe. Attention au côté négatif. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur ce que disait Christophe tout à l'heure, d'abord, c'est pas l'URSSAF. Tu as pas dit ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est pas l'URSSAF qui assigne le plus les entreprises. Nous, on est responsable que 15 à 20%. C'est surtout les autres créanciers et notamment les fournisseurs. Et il y a aussi des associations qui accompagnent les gens qui ont des difficultés. Il y a des procédures de sauvegarde, il y a le tribunal de commerce qui accompagne aussi les entreprises lorsque vous avez... Là, j'ai reçu une entreprise il y a 2 jours, ils ont une dette assez importante, je les ai mis en contact avec le président du tribunal de commerce parce qu'ils peuvent l'accompagner. Donc c'est là aussi, tout au long de votre vie, vous pouvez être accompagné soit par des associations, par des organismes, des avocats, des experts comptables. Ce qui veut dire qu'il y a multitude de gens qui sont là à côté de vous pour vous aider. Il y a des gens chez qui ça va être gratuit ou pas cher en tout cas, d'autres chez qui ça va être plus cher, donc on a des conseils, clairement. On a avait une la question de Florent de tout à Oui. l'heure, du Eh coup, oui, parce qu'on pour parlait les d'être accompagné retraites. toute sa vie. Ouais. Alors, Ça va jusqu'à voilà. la retraite. Ouais. Et c'est là le problème, c'est que c'est un manque, c'est qu'aujourd'hui, vous savez à peu près quand vous êtes salarié, quel est le montant de votre retraite. Alors c'est pas grand-chose, c'est Il y a 50%. des simulateurs, tout ça. Il y a des simulateurs. Moi, je disais souvent au président à l'époque du RSI, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, quand on a 20 ans, ou quand on démarre son activité, quel va être le montant de ma retraite. Alors bien sûr, Mais on peut pas savoir combien on va gagner. Le chiffre non, d'affaires, mais généré. déjà avec des tranches. Je sais, si D'accord. je gagne le SMIC, je vais avoir autant, ce qui est pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Parce qu'en fait, Mais- aujourd'hui, un salarié, on va dire, il se dit tiens, je vais gagner 2000 € par mois, ok, on peut déjà lui simuler combien il va gagner à peu près en retraite, grosso Bah, modo, c'est- alors qu'un entrepreneur, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Non. S'il gagne 2000 €, il va pas gagner la même retraite qu'un salarié. Et si vous regardez les chiffres d'affaires des auto-entrepreneurs pour valider des trimestres, c'est peu, mais
vous avez peu aussi au moment de la retraite. Vous savez, il y a eu un gros problème pendant des années et des années, je vous explique le fonctionnement, c'était les commerçants et les artisans. En fait, leur retraite, c'était la revente de leur fonds de commerce. C'est fini. C'est-à-dire qu'avant, je savais que... Voilà, comme donc, ça, il revendait sa clientèle, il revendait toute ma vie, alors s'il y a des commerçants, je vais me faire ruer, mais c'est pas grave. Toute ma vie, je fais en sorte de payer le moins de charges sociales. Donc, je fais un petit bénéfice. Et puis, à la fin d'année, pour avoir un petit bilan, j'investis et j'ai un petit bénéfice. Comme ça, je paye peu de charges. Mais en fait, je me retrouvais avec une retraite en corrélation avec ce que j'avais cotisé. Forcément. Mais c'est pas grave. J'avais mon fonds de commerce qui était à revendre. Aujourd'hui, vous avez des fonds de commerce qui valent plus rien, ou là, vous n'arrivez même pas à les revendre. Vous voyez, ça a changé d'époque. Ouais. Pour la petite histoire, quand notre président Philippe Hayat a créé l'association 100 000 entrepreneurs dans les années 2007, c'était justement suite à la descente des jeunes, des jeunes qui descendaient dans la rue, qui étaient encore sur les bancs de l'école et qui commençaient déjà à réfléchir à leur retraite, qui manifestaient à cette époque-là pour la retraite. Donc moi, ce que vous soulevez là, ça m'anime énormément parce que c'est à la base de la création de notre association. C'est ce qui fait partie justement de ce qui a donné l'idée. Et alors sans pour autant mettre en avant un parcours d'entrepreneurs, de créateurs ou de salariés, est-ce que la question ne revient pas à se poser, de se demander qu'est-ce qu'on a envie d'inspirer et qu'est-ce qu'on a envie, dans quoi on a envie de créer sa vie pour s'épanouir. Il n'y a pas un bon statut, il n'y a pas un mauvais statut quand on crée sa boîte, il n'y a pas non plus le statut de patron qui est mieux, j'ai envie de dire, que le statut de salarié, mais on en revient tous, je pense, autour de la table à se dire mais qu'est-ce qu'on a envie de faire en se levant le matin et qui nous donne la patate, qui nous donne la pêche, qui nous donne envie de continuer et de s'investir. Après, je pense qu'il faut faire aussi les choses intelligemment. Il faut faire ce qui nous plaît, mais intelligemment. Par exemple, monter un montage de société qui nous permet d'être salarié de notre propre entreprise. Aussi. Qui permet, moi par exemple, je suis salarié de ma propre entreprise, donc je cotise pour ma retraite comme si j'étais comme ma salariée que je paye tous les mois. Okay. Donc je cotise pour ma retraite comme si j'étais salarié d'une entreprise lambda, sauf que je suis salarié de ma propre entreprise. Oui, c'est ton cas, Kevin. Marc, on va lancer une campagne, là, vous le verrez. D'ailleurs, je vous invite tous à aller sur LinkedIn, vous abonner à URSAF PACA, parce qu'on fait beaucoup de posts, et vous verrez une campagne actuellement qui va vous dire « Déclarez-moi », parce que on sait qu'il y a énormément de jeunes qui font des petits boulots, et ce sont des trimestres en moins. Quand on aura 62 ans, il faudra peut-être aller jusqu'à 65. Vous savez, quand je faisais des formations... Un petit peu comme le chômage partiel. Hein. Faut oublier que le chômage partiel n'est pas du salaire. Et en fin de carrière, ça va faire mal. Ça, on le dit pas assez, mais... Quand je faisais des formations, ce qu'on appelait les SPI, les stages de préparation à l'installation, les chambres de métier, je voyais des gens qui avaient 70 ans qui revenaient travailler. Parce qu'ils n'avaient jamais été déclarés. Donc là, moi, je vous dirai jamais le contraire ce soir. Déclarez-vous et déclarez votre chiffre d'affaires chaque fois que vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez une facture. Bon... C'est un régime de protection sociale. C'est nous qui cotisons pour nous, quoi. Celui qui cotise pas. En France, on a quand même cette chance, on va dire, d'avoir ce système-là, qui n'a rien à voir avec un système. En plus, avec la crise sanitaire. Je crois que ça pourrait faire même l'objet, si ça n'a pas déjà été fait, d'une émission sur les retraites. Oui, mais les réformes des retraites, il y en a eu, et je pense que ça va revenir. Il y en aura encore une. On va en faire une. Oui, ça reviendra sur le tapis, c'est certain. Et puis, même avant la retraite, rien que la crise sanitaire. Nous, on a toujours tout déclaré, mais si demain on n'avait pas déclaré notre chiffre d'affaires complet, on aurait eu du coup des aides en fonction de notre chiffre d'affaires qui était faux, donc moindre que ce qu'on gagnait. Et oui, forcément. Et donc on n'aurait pas eu les aides correctement, et à l'heure actuelle, je serais fermée, je vous le dis. Si j'avais pas déclaré mon chiffre comme je l'ai déclaré. Il y en a chez qui ça a dû arriver. Bien sûr, j'en suis sûr, parce que même nous, en ayant déclaré notre chiffre réel et en ayant eu les aides, ça a été compliqué. Mais alors, j'imagine pas ceux qui n'ont pas déclaré. T'imagines ceux qui ont déclaré la moitié de leur chiffre d'affaires. Ceux qui ont déclaré 50% de leur chiffre d'affaires, mais ils sont tous coulés. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Sans compter ceux qui ont utilisé le prêt qui a été garanti. PGE, voilà. Et qui. Il faut rembourser à un moment donné ça. Et voilà, qui est pour moi, je vous le dis comme une usine à gaz. Hein, on est bien d'accord. Alors, c'est toujours pareil. Pourquoi je parle de cela et on parlait de structure? N'oubliez jamais que tous les instruments que l'on vous donne sont vrais pour peut-être telle personne, telle activité, mais ne sera pas vrai pour une personne différente, même si elle exerce la même activité, ou pour une personne qui exerce, qui a le même profil, mais qui va exercer une activité différente. Donc c'est pour ça qu'il faut énormément demander des conseils, et qu'il n'y a pas de statut qui est meilleur qu'un autre. Il y a juste un statut qui est approprié par rapport à l'activité et par rapport à ce que l'on veut faire et par rapport à la personne.
Et je pense que ça, c'est... Alors après qu'on aille voir des associations, des experts comptables, des avocats, parce qu'il y a tout le monde qui défend un peu son précaré. Peu importe, moi je suis pas là pour me mettre en avant, mais prenez des conseils et prenez des gens qui vont prendre le temps aussi de savoir ce que vous voulez et non pas vous donner une solution toute faite en disant voilà, il faut remplir le formulaire, parce que ça aussi, c'est un petit peu la solution de facilité. On remplit le formulaire, on met 3 cases et puis ça y est, c'est fini. Non, parce qu'après, ça vous engage sur une durée qui peut être plus ou moins longue. Voilà, donc bien prendre des renseignements. On a parlé de prêts garantis par l'État, Mylène. On va parler d'aide parce qu'on a une question de Valérie qui nous dit quelles sont les conditions d'éligibilité pour bénéficier de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Et on a aussi l'ARCE, donc qui est l'aide à la reprise et à la création d'entreprises. Marc ? Pour ne pas avoir l'ACRE, il faut vraiment le vouloir, quoi, parce que alors, il faut surtout bien le faire auprès de vos centres de formalité des entreprises et bien le déclarer dans les 55 jours qui suivent le début d'activité, sinon vous la perdez. Mais en fait, vous avez les jeunes de moins de 26 ans, les handicapés, les gens qui sont au chômage, enfin qui sont rémunérés par Pôle emploi, ceux qui ne sont pas rémunérés, qui ont travaillé 18 mois dans les 36 derniers mois. Enfin, il y a plein de dispositifs différents pour pouvoir le toucher. Donc, voilà. Et donc pendant 12 mois, vous allez être exonéré. Mais comme je lui disais tout à l'heure en aparté, c'est pas l'aide qui fait l'entreprise. C'est pas ça qui doit vous motiver pour créer une entreprise. Je crée une entreprise parce que j'ai un business plan, parce que j'ai des clients, parce que je veux me lancer, par tout ce qu'on vous avait pu dire, mais surtout pas parce que j'ai une aide comme l'ACRE. Même si ça vous aide, même l'ARS, c'est parce que vous êtes au chômage. Là, on crée pas sa boîte en se disant tiens, il y a une aide qui va me permettre de me lancer. Vous commencez mal. Enfin, pour moi, vous commencez mal. Et je voulais dire aussi tout à l'heure sur les retraites. Vous savez que l'aide, alors je vais vous dire l'aide sociale, c'est-à-dire que toutes les aides qui sont versées par l'État, la retraite, les allocations familiales, la maladie, le chômage, tout ce qui subvient. Voilà, pardon. On va aider. C'est le direct. Ouais, c'est ça. Donc, aux gens qui sont dans la misère, ça représente 32% du PIB. Donc, vous imaginez pourquoi nous, on demande systématiquement et on fait des contrôles, ça fait partie de nos engagements, parce que sur ces 32% du PIB, ça fait 750 milliards. Ouais. Donc vous imaginez ce que ça représente comme aide. Alors là, je pense pas cette année avec ce qui a été versé comme aide par le Fonds de solidarité, par les fonds d'action sociale que nous, on a pu verser par le Il y a des fonds aussi pour l'embauche des jeunes. Voilà. Oui. Bon, c'est pas le sujet complètement là, mais il y a plein d'aides diverses et variées partout. Oui, il y a beaucoup d'aides. Mais voilà, c'était ça, c'était le message. Attention, on démarre pas parce qu'on a des aides, on démarre parce qu'on a envie de créer. Après, il faut être très bien entouré parce que toutes ces aides-là, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas forcément très bien informé et on peut passer à côté de pas mal d'aides qui pourraient nous aider énormément dans le montage d'une société. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose où tout soit référencé par catégorie et qu'on puisse en fait aller consulter nous en tant que créateurs d'entreprise. Enfin, moi, je sais que même sur les sites comme l'URSSAF, etc., il y a plein de choses qu'on peut voir, mais c'est vrai qu'on voit pas tout. En fait, on va voir tout ce qui est en relation avec l'URSSAF, locales aussi, mais après, régionales et autres. On voit ce qui est en relation avec l'URSSAF, mais on voit pas ce qui est en relation avec le département. On voit pas ce qui est en relation avec la ville, parce que des fois la ville subventionne pour la création de centres d'entreprise. Oui, il suffit que tu sois, toi, Sifour, t'as peut-être ta commune qui subventionne, peut-être la commune d'à côté, c'est pas le cas, etc. Il y a plein de choses en fait qui devraient être accessibles comme information. Et je pense que il faudrait un portail presque récapitulatif ou même limite comme un pôle emploi mais qui soit uniquement dans l'entrepreneuriat en fait, qui soit vraiment dédié à aider les personnes à monter leur société, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dont les sociétés se cassent la figure parce que justement en fait elles n'ont pas été assez bien accompagnées alors que le projet était viable, il aurait pu aboutir sur quelque chose de bien et il aboutit pas parce qu'elles n'ont pas eu l'entourage nécessaire. Mais il y a la CCI qui est très bien pour ça. Oui, alors voir sa chambre de commerce. Il y a la chambre de commerce, mais c'est vrai que Oui, mais ça fait beaucoup d'organismes tout ça. C'est un petit peu ce que dit Laurie. S'il y avait un portail, on arrive, on clique, on dit voilà, je veux monter ma boîte à tel endroit, je veux faire tel type d'activité. Tac, ça nous sort. Bah voilà, vous pouvez être éligible à telle chose parce que vous habitez là, parce qu'il y a telle aide de l'État, etc. Et puis il faut pas oublier que la CCI, comme la Chambre des métiers, ils ont pas que les entrepreneurs à gérer et que c'est très compliqué pour eux aussi quand nous on arrive et qu'on a besoin de questions, qu'on ait plein de trucs, on a un dossier complet à poser à leur poser comme question.
des fois ils n'ont pas le temps de nous répondre et ils n'ont pas le temps de nous accompagner comme ils voudraient le faire, parce que je sais très bien que s'ils pouvaient ils le feraient, et souvent ils n'ont pas le temps de nous accompagner correctement. Je voudrais juste rebondir 30 secondes sur un point qui est important qu'on a commencé à évoquer, c'est de bien déterminer la date de commencement d'activité réelle, parce que vous l'évoquiez justement, Marc. Voilà, Marc. Vous l'évoquiez, les aides sont conditionnées à des notions de délai qui sont très importantes. Ça veut dire que si vous avez commencé votre activité, que vous faites la demande après, vous risquez de plus être éligible. Si vous la faites sous le manteau, vous pouvez avoir... On va pas parler de ce qui fâche, mais vous pouvez avoir un contrôle aussi. Normal, oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important dans la création, puisqu'on est aussi là pour donner des conseils. Et moi, je l'ai vu. Mais c'est raccord avec ce que disait Laurie. Aujourd'hui, c'est pas clair. Enfin, c'est pas simple. Clair. Voilà. Donc, on a eu d'ailleurs 22 ans. Enfin, moi, à 21 ans, quand j'ai monté ma société, j'ai l'impression qu'ils parlaient chinois, tous. Ça me parlait tous de. Mais on a eu beaucoup d'auditeurs sur les réseaux, le hashtag FQP, le répondeur, etc., qui nous ont dit, moi, j'aimerais bien me lancer, mais c'est trop compliqué. On en a cité une réaction au début de l'émission. Il y en a eu des tonnes. Ouais, il y en a eu des tonnes parce que les gens ils disent mais là, on a qui décourage les personnes à monter leur clairement. société. Hein. Enfin, moi, je sais que ça a été une des choses qui m'a découragé, enfin, qui m'a fait me poser la question. Oui, mais au final, tu as réussi. On va bientôt arriver dans la deuxième partie. Vous allez tous nous expliquer ça en détail. Moi, j'ai un ami qui me dit souvent, et en rigolant, il me dit si c'était si facile, tout le monde le ferait. Exactement. C'est ça. Et juste pour conseil, il y a Vanessa qui nous dit sur Facebook, sur le portail auto-entrepreneur, c'est top. Même pour les changements de statut, on est super bien accompagné juridiquement et fiscalement. Donc voilà. C'est vrai. Vous avez énormément de sites. Nous, URSAF, on a notre site URSAF. Il y a monentreprise.fr. Donc, sur des sites qui peuvent. Alors, c'est vrai qu'il faut aller un peu partout. Mais c'est ça, c'est qu'il faut trouver l'info, en fait. Il y en a un peu de partout. Oui. Et la bonne info. Et la bonne en plus. Tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelait à l'époque un guichet unique? Ça a été créé en 96, un guichet unique, où il y avait tous les représentants, chambre de commerce, chambre de métier, et puis ça n'a pas duré longtemps. Là, on vient de le recréer, par exemple, un guichet unique pour les entreprises en difficulté. On sort de la crise, vous savez que vous allez devoir rembourser les entreprises, le PGE, on va devoir rembourser les cotisations qui n'ont pas été prélevées par l'URSSAF. Donc il y a un commissaire qui est national, plus des commissaires départementaux qui ont été mis en place. C'est la DGFiP aujourd'hui qui le gère et qui va vous permettre d'être accompagné pour payer vos dettes. On fait des délais, nous, pour les travailleurs indépendants, pour les entreprises, de 12 mois, 24 mois, voire 36 mois. Et il y a aussi... et on est quand même dans un dispositif spécial, un petit peu actuellement. Oui, mais ça prouve aussi qu'on a accompagné pendant la crise. Vous savez que les impôts et nous, on a été un amortisseur social et fiscal. Sinon, les entreprises se cassaient toute la figure. Donc, oui, Laurie, ça a l'air... entre ça, les aides que tu as pu toucher, etc., ça permet de... Les aides ont été très bénéfiques, mais très très longues. Faut quand même voir qu'en France, effectivement, tout s'est pas écroulé. On a seul pays à avoir fait ça, d'accompagner autant. Quand on regarde nos voisins, l'Italie, les Italiens, ils ont quand même été beaucoup moins aidés que nous, quoi. Donc on peut s'estimer heureux d'avoir eu autant d'aides. Jamais en France, on peut se permettre de faire ça. Et là, c'est pas spécialement politique. Je pense que n'importe quel gouvernement aurait fait probablement la même chose. On a la chance d'être en France et on a pu se permettre de faire ça de toutes les boîtes. Le seul bémol que je mettrais, c'est juste pour le moment on n'a pas le recul de ce qui va se passer, puisque là on a eu des exonérations, pas des exonérations justement, des reports. Mais il y en a. Pour les secteurs S1 et S1 bis, il va y avoir des remises de cotisations. C'est les cafés, hôtels, restaurants, c'était toutes les entreprises. Non, mais c'est la première fois depuis que je bosse à l'URSSAF qu'on a pu faire des remises de cotisations. Sinon, ce sont des délais, des reports. Et quand même, c'est vrai. Non, moi, je défends mon entreprise. Bien sûr, mais je suis hyper d'accord avec Christophe parce qu'il faut pas oublier quand même que ce sont des reports. Donc en fait, on reporte le problème à un autre moment. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on est assez positif sur ce qui va se passer au niveau des entreprises à toute échelle. Mais on n'a pas encore ce retour et je pense qu'on va l'avoir d'ici fin d'année, dès qu'on va avoir les bilans, etc. Et il va falloir, à un moment donné, se rendre compte que ça va pas être des reports qu'il va falloir mettre en place, mais des suppressions. Moi je donne rendez-vous dans 2 ans. Grosso modo, pour voir ce qui va se passer. Parce que... On va payer les pots cassés, mais ce qui est normal. On a été aidés, on a été beaucoup aidés, et c'est sûr qu'on va en payer les conséquences à un moment donné. Parce que... Mais ça, ce que je veux dire, c'est que par rapport à un entrepreneur, il faut qu'il essaye après de provisionner, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que Marc nous en parlera beaucoup mieux. Les histoires de charges, où quand on démarre, on n'en a pas, et qu'après, on a les régularisations qui arrivent au bout de 3 à 4 ans. Ça, c'était vrai avant.
C'est plus vrai aujourd'hui. Ça dépend. Non, c'est plus vrai, je vous explique pourquoi. Parce qu'avant, il y avait un décalage de 2 ans. Et tout le monde vous disait, la 3e année, tu te fais démonter. Ce qui est faux aujourd'hui, puisqu'on a des revenus estimés. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et c'est là où on est accompagné par des associations, quand je m'aperçois que mon revenu, enfin mon bénéfice augmente. Au cours de l'année, je peux demander ce qu'on appelle un revenu estimé qui permet de recalculer les cotisations. Même chose si je suis à la baisse. C'est-à-dire que dans un sens ou dans un autre, vous pouvez réajuster le montant de vos cotisations. C'est simple, c'est 45% pour un travailleur indépendant. On ne triche pas au départ, donc on sait qu'on doit mettre de côté. Mais je peux réajuster en fonction. Alors c'est cher, hein, je suis d'accord avec vous. Mais il faudrait que tout le monde paye à la hauteur de ce qu'il gagne, ça serait mieux. Ouais, mais enfin malgré tout, je veux dire, il y en a pas, enfin pas tout le monde le fait, et malgré tout, quand on démarre, on est tellement la tête dans le guidon. Enfin, je pense, hein, mais ça c'est pour les. Parce que moi je l'ai été aussi. Et on est concentré sur l'activité qu'on veut développer j'ai quand même. J'ai été aussi entrepreneur parce que j'ai démarré. Il y a énormément de choses à faire aussi. Voilà. Donc se dire que le revenu, on va recalculer, enfin c'est pas toujours évident, et on est encore la plupart du temps dans cette histoire-là. Et par rapport à ce que vous disiez sur justement le fait que on a des reports. Se dire toujours que le report, c'est juste du provisoire et de prévoir ce qui va se passer par la suite. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un expert comptable en fait quand on démarre. C'est la base d'avoir un business plan. Monter un bon business plan, mais on va poser des ensuite, questions un petit peu à tous nos entrepreneurs. On va arriver tranquillement dans la deuxième partie. Hein, Mylène ? Oui, tout de suite même. Ouais, on se retrouve dans quelques secondes. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, seconde partie. Lorsque vous avez vu... Kiffe-moi les... Oui. Les deux, là. Allez-y, Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission... Oui, Mylène, Oui, vas-y. ça y est. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission... Oui, mais bien non, sûr. j'entends plus, c'est nos pardon. invités qui nous perturbent. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été très nombreux à vouloir poser des questions à nos auto-entrepreneurs présents sur le plateau avec nous. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, quel est le profil type des auto-entrepreneurs ? En 2020, les auto-entrepreneurs ont en moyenne 36 ans, à savoir également que 39% des personnes qui se lancent sont des femmes. Et quels sont les avantages, Luc, de travailler pour soi-même ? Clairement, le statut d'entrepreneur ou être son propre patron, en tout cas, ça comporte de nombreux avantages. On en a parlé déjà en première partie avec nos invités qui font ce régime, l'un des plus plébiscités par les indépendants. Parmi les avantages, on retrouve bien évidemment la gestion quotidienne quand même simplifiée, la rapidité des formalités d'ouverture, on l'a dit, le cumul possible de statuts, la franchise en baisse de TVA, plein de choses dont on a déjà parlé en première partie. Et pareil, les inconvénients qu'on a un peu abordés. Alors, si devenir micro-entrepreneur, ça comporte quand même certains avantages, on doit toutefois être conscient des limites et des contraintes de ce statut. Par exemple, certaines charges sont fixes, même en cas de chiffre d'affaires faible, mais il y a également des plafonds de chiffre d'affaires, on en a parlé aussi, qui peuvent être rapidement atteignables, alors de moins en moins, puisqu'ils ont maintenant, oui, je vois en plateau, à l'époque c'était le cas, et maintenant ils sont rapidement atteignables. En même temps, on souhaite à tout le monde d'arriver à faire 70 000 ou 170 000 euros. 172 172, tu as mémorisé, il tu comptes les faire, Mylène, peut-être à ton propre compte. Ça dépend combien on marge. Je ne sais pas, effectivement. Donc voilà, sur les cotisations qui seront basées sur la base du CA, on l'a dit entre 12 et 23-25%. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On avait Selim de Villeurbanne à côté de Lyon, on nous écoute là-bas. J'ai vraiment hâte d'écouter les témoignages de vos jeunes. Les pépites de demain, c'est eux. Thomas de Bonnel qui dit « J'ai peur que ça ne fonctionne pas pour moi et perdre toutes mes économies si je me lance. Hâte d'écouter votre émission et peut-être de franchir le pas. » Et on commence cette partie avec Laurie Calais. Tu es gérante du studio Victoria Meo à Sifour-les-Plages. Est-ce que toi, tu as fait des études pour faire ce métier ? Raconte-nous ton parcours scolaire et professionnel. Alors non, j'ai pas fait d'études du tout pour faire ce métier. Il faut savoir que en fait, moi, être entrepreneur a toujours été une vocation pour moi. Je savais que je ne finirais pas employée parce que c'est ma façon de fonctionner et que je me suis jamais sentie à l'aise en ayant un patron au-dessus de moi et j'ai toujours voulu bosser pour moi. Donc non, j'ai pas fait d'études, j'ai fait beaucoup de formations. Je me suis formée auprès de pas mal d'organismes et aussi auprès de Pôle emploi parce que j'ai eu la chance d'avoir une formation à l'entrepreneuriat aussi chez Pôle emploi.
qui nous apprend les bases, bien sûr, pas toutes les aides possibles et imaginables, mais qui nous apprend les bases. Et après, moi, j'ai fait des formations qui étaient du coup en rapport avec ma future activité. Et pourquoi tu as créé un institut alors que la concurrence c'est rude? Et pourquoi aussi ce nom? Voilà. Alors, le nom vient de mon associé et qui est aussi une de mes meilleures amies. En fait, avec Victoria, on a toujours eu le même projet, c'est-à-dire qu'on se connaît depuis nos années lycée et depuis toujours, on a toujours su, elle comme moi, qu'on voulait être entrepreneur. Et on savait qu'on voulait monter un business ensemble parce que notre façon de fonctionner et notre façon de travailler nous convenait ensemble. Et donc, quand on a eu l'occasion de le faire, le projet devait être un peu plus long. Il devait arriver que cette année et il était déjà arrivé l'année dernière. Et donc, on a décidé de monter un institut de beauté. Alors, l'institut de beauté, c'était vraiment parce que déjà, c'est quelque chose de l'esthétique qui nous plaisait, elle comme moi. Et en plus de ça, moi, je sais que c'est quelque chose qui est... Je suis très basée sur la relation client et j'aime beaucoup le contact avec l'humain. Et je pense que dans l'esthétique, c'est une des premières choses qu'on fait. Souvent, les personnes qu'on voit ressortent avec plus une expérience qu'une prestation. Et nous, ça a été un peu notre moteur de création de société, ressortir avec une vraie expérience. Alors Victoria, elle a été aussi un petit peu connue, a priori, elle a fait de la télé quand même, ça a aidé je pense tout ça. Alors en fait, pour tout vous dire, le projet devait être monté du coup là en 2021, sauf que en fait Victoria a eu l'annonce d'avoir été prise au Marseillais. Donc on a un petit peu accéléré les choses parce que on s'est dit c'est le moment ou jamais, sachant qu'on ne savait pas combien de temps allait durer cette aventure et combien de temps elle allait pouvoir rester dans la télé. Donc on s'est dit on a la chance de monter une société. À l'heure actuelle, oui, monter une société, c'est compliqué. C'était ce qu'on voulait faire. Et on s'est dit, on a la chance de pouvoir utiliser la notoriété sur les réseaux sociaux, ce qui est quelque chose qui est non négligeable à l'heure actuelle, surtout pour les créations de sociétés. Donc oui, on a accéléré le processus, mais c'était quelque chose qui était déjà prévu avant. Du coup, ça a mis combien de temps à voir le jour, ton projet ? Alors, on a commencé... on avait déjà un petit peu les bases, mais on a commencé le projet en décembre et il a vu le jour où il a été ouvert le 4 août 2020. Donc à peu près 6 mois. À peu près 6 mois, ouais. 6 à 7 mois. Ah et oui, qu'est-ce que oui, juste après le Covid, en plein dedans en fait. Hein. Ouais, en fait, on pensait qu'on était passé entre les gouttes et qu'on était passé après le confinement. Bon, malheureusement, on a fait 8 mois d'ouverture, 2 mois de fermeture. Mais bon, c'est le jeu. C'était le jeu de lancer une société dans une crise sanitaire, quoi. Et toi, tu l'as lancé dans l'esthétique parce que ça te plaît. Oui. Mais il y a énormément de concurrence. Oui. Comment tu fais pour te démarquer ? Quelle idée innovatrice, on va dire, t'as eu pour... Alors déjà, nos types de prestations. C'est-à-dire que, comme j'ai toujours dit, moi, j'ai beaucoup de concurrence et je pars du principe qu'il y a à manger pour tout le monde. Chaque cliente va à ce qui lui convient le mieux. Il y a un coiffeur qui va lui plaire et l'autre qui va pas lui plaire, alors qu'une autre personne, elle va adorer Moi, je pense qu'il y a à manger pour tout le monde. Et moi, quand on a monté la société, je voulais pas travailler en concurrence avec les autres instituts, mais plutôt en collaboration. Voilà, en collaboration, c'est-à-dire que nous, on pratique des prestations qui sont pas super répandues, c'est-à-dire le blanchiment volontaire, le lifting colombien, on fait du maquillage marié, du maquillage shooting. On fait beaucoup de choses qui sont assez innovantes. Bien sûr, on fait des ongles et des extensions de cils, mais on va pas pratiquer d'épilation ou de massage. L'innovation, c'est important aujourd'hui quand on lance sa boîte. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Je pense que c'est le plus important parce que malheureusement, c'est vrai que heureusement, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont lancés, mais du coup, beaucoup d'idées qui ont été prises. Et là, à l'heure actuelle, souvent les personnes ont envie de monter des sociétés, mais n'ont pas forcément l'idée qui permet de la monter. Que ça soit viable. Quelques idées ce soir autour de la table. Effectivement, Laurie, est-ce que tu fais toi ton métier par passion ? Oui. Uniquement ou juste pour le business ? Alors, pour tout vous dire, quand j'ai monté la société, c'était vraiment 50-50. Je le montais parce que j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Ça a toujours été une vocation. Hormis l'esthétique. Hormis l'esthétique, j'étais capable de monter n'importe quelle société du moment que je croyais en mon projet. Et je suis quelqu'un... Depuis que tu es toute petite, ouais, je suis quelqu'un... tu t'es dit, moi, je serai mon propre patron. Et aux grandes dames de mon père, qui est médecin, donc qui a fait beaucoup d'études, etc., et qui m'a toujours dit... Médecin, oui, mais qui n'a jamais compris le fait que je sorte du système scolaire
et que je lui dise je veux monter ma société, je n'ai pas forcément besoin d'études pour être. Ouais, c'est sûr, par rapport à la médecine, oui. Donc voilà, c'est très compliqué aussi à comprendre pour les personnes qui sont aussi de l'ancienne époque, parce que comme on disait, à l'ancienne époque, le but était d'être salarié. Tout à l'heure, oui, d'être salarié, même fonctionnaire à l'époque. Fonctionnaire, c'était le mieux. En fait, il y avait à l'époque c'était fonctionnaire, après il fallait rentrer dans une grosse boîte et on mangeait plus de sa vie. Ça c'était et puis maintenant et c'est très compliqué parce que du coup, comme moi je voulais être chef d'entreprise et que du coup quand on veut être chef d'entreprise, on essaye un petit peu tout. On essaye un peu voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. J'ai essayé beaucoup de choses et c'était compliqué pour eux de me suivre en me disant mais tu vas jamais te caler dans quelque chose. Je leur ai dit je me calerai le jour où je croirai vraiment en mon projet et que je pourrai faire quelque chose. Là, j'ai eu la chance de croire en mon projet et que bien sûr 1 an plus tard, on est toujours là, donc on est très content. Et là, aujourd'hui, donc ça fait 1 an, est-ce que tu comptes franchiser? Alors, comme j'en parlais avec Marc hors antenne, bien sûr, c'était un projet. La crise sanitaire nous a un peu joué sur le nom de Victoria Néo, effectivement. Ouais, mais la crise sanitaire nous a un peu beaucoup coupé l'herbe sous le pied. On va pas se mentir. Quand on ouvre une société, c'est déjà compliqué de se payer, c'est déjà compliqué d'être viable, c'est déjà compliqué de ne pas se retrouver endetté. Quand on ouvre une société pendant une crise sanitaire et qu'on se retrouve à fermer 2 mois et demi sur 8 mois d'ouverture, je vous le garantis que c'est 2 fois plus compliqué. Donc, bien sûr que oui, on aurait aimé monter plusieurs instituts. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas du tout dans nos projets. C'est déjà d'arriver à reprendre une bonne stabilité sur celui-là. Et qu'est-ce que le studio a changé dans ta vie perso et pro? Absolument tout. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, quand on rentre à la maison, on ramène l'institut avec nous. Ouais. Ça a changé aussi beaucoup ma liberté parce que au-delà de ça, oui, on a beaucoup d'inconvénients qui sont que quand on rentre à la maison, on travaille beaucoup, on pense beaucoup. Mais par contre, demain, je veux partir en vacances pendant 4 jours, je décide de me mettre indisponible et je pars pendant 4 jours. Et oui, parce qu'on n'a pas de congé payé quand on est salarié. Enfin, tu t'es salarié, mais bon, tu travailles tout le temps en fait. Voilà. Donc, je travaille un peu. Prends pas ces 5 semaines de congé. Voilà. Non. Ça n'existe pas. C'est un peu compliqué. Je vous avoue que c'est un peu compliqué. Elle dit 4 jours. 4 jours de congé, c'est énorme. Elle dire 15 jours. Non, 4 jours. Enfin, même pas une 5. Société qui tourne derrière, donc on n'a pas trop. Mais on peut se permettre de partir, par exemple, en week-end prolongé. Voilà, en week-end prolongé et de se dire, voilà. Parce que normalement, un salarié, quand il pose 5 jours, il fait 7 jours en fait. Tu vois. Mais non, pas nous. Pas nous, on est entrepreneurs malheureusement, donc c'est comme ça. Après, on a beaucoup d'avantages sur autre chose. Donc, il y a pire, il y a agriculteur. Là, c'est un autre débat. Exactement. Il n'y a plus de congé du tout là. Exactement. Donc toi, tu as des salariés dans ta boîte. Comment tu les gères? Toi-même, tu es salarié. Qui fait tes fiches de paye, par exemple? Alors, donc moi, j'ai commencé la société. Ça a été le plus compliqué à gérer parce que quand on n'a pas d'études de management, c'est très compliqué de se retrouver avec 2 employés. 2 employés qui, en plus de ça, ont à peu près le même âge que toi. Donc, quand on a 22 ans et qu'on monte une société et qu'on demande à des filles qui sont plus âgées que nous de faire son taf correctement et qu'on est obligé d'avoir ce rôle de patron, c'est assez compliqué. Donc oui, ça a été assez compliqué, comme comme on a dit tout à l'heure, j'ai fait des erreurs, on a tous fait des erreurs qu'on a du coup su rattraper et ne pas reproduire. Et là, à l'heure actuelle, j'ai une salariée plus moi. Au niveau des fiches de paye, tout ça, c'est un comptable. On est bien entouré par notre comptable qui nous a quand même beaucoup aidé puisque je n'ai pas qu'une société, j'ai plusieurs sociétés, donc il nous aide aussi pour le reste. Et j'ai surtout un de mes associés qui est aussi mon conjoint et qui gère beaucoup l'administratif, qui est d'ailleurs sa partie dans l'association de cette entreprise. Effectivement, toi tu rêverais plus du coup de travailler pour quelqu'un, c'est terminé? Alors, je vais pas vous mentir, pendant la crise sanitaire, ça faisait un peu rêver, ouais. Ça faisait beaucoup rêver, ouais. Genre, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on reste quand même est-ce qu'on reste entrepreneur ou est-ce qu'on reviendrait pas à un stade où, du coup, les charges et tout, bien sûr. Vous étiez à 2 doigts de vous dire, on ferme la boîte? Quand on s'est retrouvé avec les aides qui arrivent avec beaucoup de retard, avec des PGE à devoir faire alors que la société a moins d'1 an. Donc... Tu as un prêt à rembourser, toi? Oui, on a dû faire un prêt pour pouvoir subvenir à toutes nos charges pour payer les employés, payer le local, payer notre électricité, payer tout ça et ça a pu être compliqué, oui. Maintenant, bien sûr, on est très content d'avoir sorti la tête de l'eau et on fait des bons mois, cet été, mais c'est vrai que ça a pu être une question qui s'est posée en se disant est-ce que je suis pas folle de me retrouver avec tout ça sur le dos, quoi. On a Célestine qui nous dit, n'est-il pas plus compliqué d'avoir des crédits IMO quand on est à son compte?
Alors, moi, malheureusement, je vais pas pouvoir lui répondre parce que je suis salarié de ma société, donc je suis pas auto-entrepreneur. Mais je sais que oui, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est très compliqué. Il faut avoir au moins 3 ans d'ancienneté. Il faut avoir un salaire fixe pendant 3 ans pour pouvoir du coup potentiellement emprunter derrière. Et les banques sont quand même beaucoup plus réticentes sur un auto-entrepreneur. Beaucoup plus compliqué quand même. Oui. Effectivement. Bon, pour conclure ta partie, avant de laisser la parole un petit peu, ça sera à Quentin à la suite. Tu es contente d'être ta propre chef d'entreprise? Oui. Clairement. Il y a beaucoup de stress, mais à côté de ça, c'est que du bonheur. Et tous les matins, je me lève en ayant le sourire pour aller au travail. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important. C'est l'essentiel. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. On reçoit aussi Quentin. Toi, tu es le cofondateur de LinkPeak. Quel est déjà ton parcours scolaire et pro, Quentin? Tiens. Alors, justement, en parlant de pro, en troisième, j'ai décidé d'arrêter d'aller dans les filières générales. Ça a été hyper compliqué parce que mon entourage était un peu réticent. On me disait, tu vas pas forcément aller très très bien loin, tu vas pas réussir à faire ceci, tu vas pas réussir à faire cela. Et donc, il y a des filières pro qui débouchent sur des boulots. Hein, bien sûr. Et donc, moi, j'ai fait un bac pro commerce. C'est cliché, le truc dévalorisant. C'est l'ancien temps. Totalement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et au contraire, de faire des stages, d'être souvent en entreprise, c'est vraiment très, très formateur. Et ça nous apprend la vie dans un sens. C'est quelque chose qui est hyper important. J'ai beaucoup été dans la grande distribution, dans le textile. Donc, on doit vraiment se battre du matin au soir. Dès qu'on est épuisé, qu'on envoie des cartons, les placer, etc. C'est une galère monstre. Et par la suite, j'ai eu la chance de ne pas vouloir lâcher, donc j'ai fait un BTS MUC, Management des unités commerciales, où là, encore une fois, je suis allé un peu plus profondément dans la gestion d'un point de vente. Et par la suite, donc j'ai terminé avec une licence en marketing et communication que j'ai réalisée en alternance. Et pour ça que je rejoignais Christophe tout à l'heure, j'ai travaillé dans les domaines de la banque et du surendettement, contentieux aussi. Et donc je me suis rendu compte de beaucoup de choses avec les banques. Qui m'a fait un peu changer de bord. J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. J'ai jamais voulu rester dans des cases. Même si dans notre société actuelle, on essaie de normaliser les choses. Tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que tu disais. On a tendance à croire que créer une entreprise, c'est de l'innovation. Mais l'innovation, ça veut dire réinventer des activités qui existent déjà. Donc il suffit peut-être de changer un peu les visuels, changer l'expérience utilisateur, rajouter une petite fonctionnalité qui fait que, en fait, véritablement, on peut encore tout créer, et encore plus à notre époque. Et justement, à quoi consiste ta start-up à toi? Alors nous, justement par rapport à tout ce professionnel qu'on a pu faire, on a eu énormément de mal à trouver des stages, à trouver de l'alternance. Et à chaque fois on galérait, ça durait des mois, il fallait s'y prendre à l'avance. Des refus, des candidatures sur un peu toutes les plateformes en ligne et sites web. Et on s'est dit c'est pas possible, on est au 21e siècle, les écoles il y en a à pagaille, des entreprises il y en a à pagaille, sauf qu'il y a un gros problème, c'est que c'est souvent les grands groupes qui bénéficient des stages et des alternances. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent et ils ont le temps. Je vois où tu veux en venir. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui cherche un stage, c'est très compliqué. Il doit se débrouiller pour trouver les contacts. C'est hyper compliqué. Faut envoyer des courriers, des mails maintenant, d'accord, mais il faut avoir les contacts. Alors il faut les contacts. Bon, maintenant on a des plateformes qui nous permettent d'avoir du matching automatisé et d'aller beaucoup plus vite dans ces démarches de candidature. Mais selon nous, on pensait véritablement qu'il ne faut pas qu'on se limite aux grands groupes. Travailler dans une petite TPE où il y a 4-5 employés, dans une PME, c'est tout aussi formateur que de travailler dans un grand groupe, et c'est parfois mieux. Oui, parce qu'ils ont plus le temps en plus de s'occuper de leurs alternants. Oui. Ils s'engagent véritablement dans la formation, et on est souvent amené à justement réaliser des tâches qu'on n'aurait pas réalisées en grand groupe. Pour ma part, j'ai travaillé dans KSE Virginie, j'ai eu une chance incroyable à République, dans un magasin de décoration. Pendant mon alternance, le magasin venait d'ouvrir et il y avait tout à faire. Donc il faut faire le merchandising, il faut gérer les stocks, il faut gérer la caisse, il faut gérer les architectes qui travaillent avec nous. Donc c'est tout un environnement que j'aurais pas pu avoir, par exemple, dans une grande banque ou autre. Donc nous on s'est dit, on va créer une plateforme où on va réunir à la fois les écoles, les entreprises, principalement les TPE, les PME, et les étudiants. On va les mettre en relation comme un type de réseau, un peu à la LinkedIn, où ils vont pouvoir discuter, rentrer en contact, être démarchés. Mais derrière, pour véritablement engager l'entreprise et l'école, et surtout réduire leurs coûts, parce que c'est ça le plus gros problème dans le recrutement,
c'est que si vous voulez recruter sur Indeed, ça va vous coûter 800 €. Vous devez aller sur LinkedIn, il y a un abonnement tous les mois, plus le sponsoring, plus ceci, plus cela, plus le temps qu'on passe chaque semaine avec ses équipes RH, si on en a une bien évidemment, ou avec son comptable aussi qu'on doit payer à chaque contrat, qu'on doit payer à chaque bulletin de salaire. Donc ça coûte cher, ça coûte très très cher. Et pour justement relancer l'économie française et essayer justement de les accompagner, on s'est dit, on va en parallèle leur proposer une solution de gestion et de RH. Donc ça s'arrête pas jusqu'à la mise en relation, on les met en relation. Une fois qu'il y a le contrat qui est établi entre l'école, l'entreprise et l'étudiant, on vient leur apporter des solutions de signature électronique, de relevé d'activité, de bulletins de salaire, de certification de l'expérience et aussi de la formation. C'est là où tu as ta plus-value et justement le service que tu vas pouvoir payer. C'est quoi le business model de Linking Peak? Alors, nous, sans donner les secrets, évidemment. Bien sûr, mais dans le large, on n'avait pas pour vocation de se dire on va fournir un produit qui va coûter extrêmement cher, un peu comme certains de nos concurrents, où ça nous coûte 200, 300 € par mois pour 2-3 employés. Donc, on est sur un modèle où les écoles, elles vont payer juste un abonnement tous les mois qui va prendre en charge le coût de l'utilisateur, donc de l'étudiant en l'occurrence. Ok, l'étudiant paye rien, lui. L'étudiant, il paye rien. Pour lui, c'est totalement gratuit, bien évidemment, et on est heureux de pouvoir proposer ça. Et après, les entreprises, derrière, elles payent un tout petit abonnement. Juste pour, bien évidemment, payer les petites fonctionnalités qu'on a sur notre site, et puis nous permettre aussi à nous de gagner un peu d'argent, parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas proposer tous ces services qui sont en parallèle. Et comment tu as fait pour obtenir des aides et monter cette structure ? Alors, nous, on en est encore tout au début, même si ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on travaille avec mon frère, parce qu'on a la chance, moi je suis dans le marketing et la com et le commerce, mais lui il est dans la partie tout ce qui est design, développement et graphisme. Donc on est très on s'emboîte dans ces cases. Et c'est toujours problématique quand même le financement, mais il faut pas oublier qu'on a la possibilité d'avoir de la love money. Donc la love money, c'est d'avoir les personnes autour de soi qui peuvent nous aider financièrement pour les premières démarches, comme on disait tout à l'heure avec Christophe ou Marc et les autres, de pouvoir créer peut-être les statuts de la société qui nous coûtent cher, faire le dépôt de marque auprès de l'INPI parce que c'est important aussi. Il faut pas l'oublier. Après, dans un deuxième temps, on peut aller chercher des investisseurs, des associés, qui vont nous fournir du cash supplémentaire. Lever des fonds. Voilà, pour lever des fonds. Et puis derrière, on a tout un système. Il y a IMM, Initiative Marseille, qui permet justement de doubler. C'est une initiative locale, voilà. On nous écoute un peu partout en France. Donc donc si on a 20 000 € grâce à nos associés, parce qu'on a la chance d'avoir pu présenter avec de la persévérance et trouver des personnes qui peuvent nous aider, on va peut-être avoir 10 000 € de prêt bancaire parce qu'on a un business model qui tient la route. Et puis derrière, IMM va nous doubler ce montant. Donc on va avoir 10 000 € de plus, qui fait que on se retrouve de 20 000, on passe à 40 000. Et puis on fait des petites étapes, on appelle ce qu'on fait des POC, donc qui nous permet de tester notre produit dans un premier temps grâce à cet argent. Et puis au fur et à mesure, dès qu'on a de la statistique, des premiers clients, on peut continuer à rentrer dans cette démarche de faire de levée de fonds, aller chercher des business angels et pouvoir continuer son activité. Après, c'est très idyllique ce que je dis. Il faut pas oublier que dès qu'on essaie de créer notre entreprise, on a une ligne de mire qu'il faut essayer de tenir le plus possible, même si au final on ne s'y tient jamais, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas, c'est les montagnes russes, il faut pas l'oublier. Le matin on se réveille avec la pêche, le soir on s'est pris une claque dans la nuque, le lendemain matin on se réveille tout heureux. Et c'est important. Donc il faut s'accrocher. Clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette entreprise, elle te permet de vivre ou elle vous permet d'en vivre à deux? Non, pas du tout. Pas du tout. Comment tu comptes faire du coup pour en vivre? Alors, pour l'instant, on compte pas en vivre parce que nous, c'était vraiment le départ, c'était de se dire, on veut proposer de la valeur ajoutée pour les étudiants, les remettre au cœur du processus de recrutement. Si un jour on a la chance d'en vivre, bien évidemment, c'est aussi l'objectif, faut pas se le cacher. Parce qu'aujourd'hui, de quoi tu vis? Alors, moi, comme je le disais au début de l'émission, j'ai la chance d'avoir le chômage parce que j'ai travaillé un peu avant, donc la RE, l'aide de retour à l'emploi, qui me permet à moi de gagner une petite somme tous les mois, de payer mon loyer. Pour l'instant, ça me convient parce que c'est un peu dans mes objectifs à 5 ans. Voilà, c'est de me dire que je crée ma boîte, même si ça échoue. J'espère quand même qu'elle décolle. Oui, bien sûr, il faut pas se leurrer. On a tous envie de gagner de l'argent. Après, si dans 1 an, j'ai prévu dans mon pack d'associés de dire je peux me payer 2 000 €, c'est déjà mis à plat à l'avance et si je peux me permettre, je le ferai. Mais en tout cas, pour le moment, je gagne pas d'argent à part les aides de l'État. D'accord. Et dans toutes les étapes de ta création de start-up, tu es accompagné par
par l'accélérateur M que j'ai cité au tout début. L'accélérateur de la métropole Ouais, Aix-Marseille. c'est une chance, il faut pas l'oublier. Nous, au départ, on était un peu désespérés parce que on pensait pouvoir commencer à être accompagnés durant l'année 2020. Il y a eu le Covid, ça a un peu tout repoussé. Et puis, on s'est renseigné de fil en aiguille. On a fait une journée d'accompagnement à la CCI. Puis on a fait une journée d'accompagnement à l'incubateur Belle de Mai, une journée d'accompagnement ceci, cela, et qui de fil en aiguille nous a donné des petits réseaux. Et donc on a atterri avec à l'accélérateur M avec Franck Arrojo et David Simonian qui nous aident maintenant depuis 4 mois à structurer la société et à voir quelles vont être les perspectives à plus long terme. Et donc aussi petite dédicace à toutes les startups qui sont à l'accélérateur M et qui eux aussi galèrent bien. Et donc ça c'est sur Marseille, effectivement, et renseignez-vous un petit peu partout près de chez vous, parce qu'on nous écoute un petit peu partout en France. Il existe ce type d'accélérateur, d'incubateur de sociétés, de start-up pour lancer tous ces jeunes dans le business. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est dans de type d'accélérateur, d'incubateur ou autre, la plupart du temps, on a accès à des partenaires qui font qu'on paye pas, on va avoir accès à un expert comptable gratuitement, on va avoir accès à un cabinet d'avocats gratuitement. Bon, bien évidemment, dès qu'on va aller beaucoup plus loin dans les démarches, ça va nous coûter de l'argent. Mais on a déjà les premières approches. C'est un bon coup de pouce au départ. Voilà, ça nous permet d'établir les bases, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il y a aussi des coachs, il y a des experts dans tous les domaines qui sont là pour nous accompagner et c'est hyper important. Parce que la première chose, nous, dès qu'on a créé la société, c'est de se dire, on a une bonne idée. C'est prétentieux de dire ça. Mais on a une idée, il faut pas qu'on le dise. Mais je pense que la première des choses qu'il faut faire dès qu'on est entrepreneur et qu'on a une idée, c'est dire quelle est notre activité. Parce que si on ne parle pas aux gens de nos problèmes, ils peuvent pas nous aider. Et surtout, s'ils connaissent pas l'activité, ils peuvent pas trouver de solution. Donc, au plus on en parle, au plus on trouve de solutions. Merci beaucoup Quentin, on se retrouve dans quelques secondes. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75 07 839 839 75. On revient en plateau, Mylène. Et oui, on va aborder le boulot de Kevin. Kevin, toi, tu es le créateur de Body Performer. Est-ce que tu peux présenter ta société? Quelle étude tu as fait et quel parcours pro tu as? Ouais, bien sûr. Alors, Body Performer, c'est en fait une salle de sport en électrostimulation. Donc, je suis basé à Sanary-sur-Mer. Pour ce qui est des diplômes, c'est un petit peu drôle pour la petite histoire. J'ai été en bac pro accueil. Donc voilà, vraiment pas du tout dans le sport à part dans ce que je faisais à côté. Et je sais pas pourquoi, j'ai décidé de partir en STAPS parce que je voyais tous mes potes qui allaient. Je me suis dit, allez, c'est grave, c'est sympa. Cool et tout. Ouais, c'est sympa. Sauf qu'en fait, moi, j'avais pas trop pensé aux études à ce moment-là. Je pensais plutôt aux soirées étudiantes et au pire, on va dire sur place, je pensais que c'était la vie américaine alors qu'en fait, pas du tout. Donc, au bout de 3 mois, j'ai dû arrêter STAPS et c'est pas comme dans les films, ouais, dans les séries et tout. Non, pas du tout. C'est comme dans American Pie, ça va être génial. T'avais pas 10 filles autour de toi et tout? Non, c'est pas du tout ça. Ah non, pas du tout. J'avais surtout la gueule de bois le samedi matin en escalade, c'était bonnard. Non, du coup, vu qu'en fait j'étais sportif de très haut niveau, moi à cette période-là, je me suis toujours dit que si un jour, on va dire, je réussissais pas dans ma vocation, je travaillerais dans le sport et dans la santé. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et du coup, en fait, par la suite, j'ai passé un BPGEPS en haltérophilie. Qui était ton sport du coup de base? Ouais, moi je faisais du foot de base. Ok. Ouais, je faisais du foot, je faisais beaucoup de musculation à côté, même si ça se voit pas actuellement. Mais du coup, j'ai passé mon BPGEPS. Ensuite, j'ai passé mes diplômes de préparateur physique et ensuite des formations pour devenir coach en électrostimulation. Donc le sport, c'était ta passion et le business, c'est venu après? En fait, c'est parti en fait d'un truc tout con. C'est ma mère un jour qui faisait de l'électrostimulation du coup sur Sifour, qui d'ailleurs a des graves problèmes de dos, qui m'a dit un jour en fait de venir la voir parce que elle se plaignait toujours de mal de dos, comme quoi est-ce que la coach faisait mal travailler et tout le tralala. Et en fait, un jour, je suis allé du coup à ce cours-là et je me suis rendu compte que la personne qui lui faisait faire le cours avait aucun diplôme, aucune compétence dans le sport. Et en fait, elle faisait n'importe quoi. Donc là, je me suis dit, c'est pas trop connu l'électrostimulation. J'ai pas mal de connaissances en sport. Pourquoi pas me lancer dans ça, sachant que c'est vraiment un bon truc qui peut aider les gens. Oui, ça te différencie justement des salles de sport traditionnelles. C'est ça, exactement. Sachant que contrairement, on va dire, aux autres salles d'électrostimulation, moi, j'ai un petit peu réinventé le concept. Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être dans l'innovation aujourd'hui quand on se lance. C'est ça. En fait, les gens ont cette mauvaise image de l'électrostimulation dans le sens où ils pensent qu'on est juste en face d'une machine
à faire des mouvements dans le vide, à raconter sa vie en gros au coach. Et moi, je voulais pas du tout ça. Je voulais vraiment que les gens aient des résultats, que les gens fassent du vrai sport. Du coup, j'ai tout réinventé, on va dire, le concept entre guillemets. Je me suis équipé de machines sans fil et je propose voilà tout ce qui est musculation, crossfit, du cardio, vraiment de tout en électrostimulation à mes clients. Et l'électrostimulation, c'est quoi? On nous demande sur les réseaux. C'est, on va dire, comment vous expliquer pour être rapide. C'est un gilet en fait que vous allez enfiler. Dans ce gilet-là, du coup, il y a des électrodes et ces électrodes créent des contractions musculaires, donc des impulsions. Les séances durent seulement 20 minutes et 20 minutes équivaut à 4 heures du sport pour le muscle. C'est pas un peu le sport de feignant, ça? C'est ce que les gens. En fait, c'est ce qu'on se dit tous, c'est ce que les gens pensent, mais. C'est des entrepreneurs qui n'ont pas le temps. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, Laurie. Ouais. Moi, j'en fais. Donc, je connais bien. Voilà. C'est hyper physique, hein. Ouais, c'est très physique. En fait, ça dépend, on va dire, qui vous coach, déjà, sans me lancer des fleurs, on va dire ça comme ça. Ça dépend aussi où. Il y aura toute la France qui va débarquer. C'est ça. Non, mais ça dépend vraiment, en fait, de l'endroit où vous allez, du coach que vous avez face, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'ont pas de diplôme dedans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réglementation, en fait, dans l'électrostimulation. Ça, c'est le gros problème. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes en électrostimulation qui s'ouvrent, beaucoup de salles, et qui ferment directement derrière, parce que les gens, en fait, ils voient que le côté financier. Et il ne voit pas, on va dire, le côté humain et le danger surtout qu'il y a derrière ça. Donc non, ça dépend vraiment des personnes qui en face. T'as fait une étude de marché un petit peu pour savoir pour la concurrence sur la région ou t'as le monopole? Ouais. En fait, j'ai 3 concurrents directs, on va dire. C'est important ça quand on se lance de faire une étude de marché locale en tout cas quand on fait un business. C'est ça en fait, je me suis étendu on va dire sur la zone de Sifour, Bandol, je suis pas allé chercher plus loin parce que voilà c'est vraiment une clientèle qui aime pas trop se passer. Contrairement effectivement à Quentin qui touche toute la France puisque c'est par internet, toi effectivement tu cherches localement à 10 km à la ronde. C'est exactement ça et non en fait j'ai de la chance moi c'est que dans mon secteur j'ai pas beaucoup de concurrents, on est vraiment 3 donc c'est pas comme une boulangerie par exemple il y a peut-être moins de clients aussi. Le problème, c'est qu'en fait, le concept n'est pas très connu en France. Donc, en soi, ça reste de l'innovation. Ouais, c'est ça, ça reste de l'innovation. En fait, une niche encore? C'est ça. C'est ça, en fait, c'est un marché, je pense, qui est en pleine expansion. Et je pense qu'en fait, il faut savoir bien utiliser l'électrostimulation et faire évoluer ça, parce que franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je souhaite à tout le monde d'essayer. Donc, toi, tu mets une pièce sur ça, tu dis ça va décoller. Je pense que mon business va. Et comment tu fais aujourd'hui pour te faire connaître? J'ai eu de la chance dès mon ouverture en fait de m'être entouré des bonnes personnes, d'avoir fait la connaissance de Laurie du coup qui est à côté de moi, de son conjoint également, de Victoria et de Johan du coup celui qui tient The Hairdresser à Sanary. Et en fait toutes ces personnes là m'ont beaucoup aidé par rapport à la com, ils m'ont fait beaucoup de pubs et j'ai eu de la chance, c'est qu'en l'espace de 2 mois en fait mon affaire elle a explosé, j'ai été heureux donc je suis très content. Mais en fait, c'est ce qu'on disait au tout départ. En fait, faut vraiment s'entourer de bonnes personnes et vraiment bien gérer les réseaux parce que c'est surtout les réseaux qui vont faire grossir une entreprise. C'est plus comme à même au niveau local, faut vraiment bosser les réseaux. Ça. Ah bah oui, c'est ça. Et il faut pas oublier que en fait, tout ce qui va être, faire des gestes commerçants. C'est ce qui va rendre sa société viable. C'était vrai avant aussi. Un Marc, par exemple. Faire des gestes commerciaux. Alors, pas Marc personnellement, mais dans les boîtes d'avant. Non, parce qu'on va dire que Marc a prêché un petit peu pour l'ancien monde qui a beaucoup changé. Il écoute religieusement nos jeunes en plateau ce soir. Non, mais c'est vrai, à l'époque, c'était toujours bien de faire un geste commercial. Aujourd'hui, ça a l'air d'être encore plus vrai. Les gestes commerciaux qu'on pouvait avoir, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'était le morceau de saucisson qu'on avait chez le boucher, par exemple. C'était des gestes commerciaux. On a acheté des pizzas, on en offre une autre, mais ça existe encore pour les pizzas. Pour les pizzas, oui, mais peut-être plus pour les morceaux de saucisson. Je suis pas sûr que dans les bouchers, ils le font, effectivement. Et toi, du coup, Kevin, tu fais un geste commercial? Tu offres des minutes d'électrostimulation en plus, peut-être? Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, entre partenaires, du coup, on s'offre un petit peu des prestations. Et pour mes nouveaux clients, du coup, il y a la séance d'essai, la toute première qui est offerte, pour que vraiment les gens puissent venir vraiment tester et se faire son propre avis directement. Donc, savoir si c'est vraiment un sport de feignant ou pas. Exactement. Et tu peux pas faire une association avec un ostéopathe, que j'ai entendu ta maman qui avait des problèmes de dos. Ouais. Une association peut-être pour ceux qui... Le problème, c'est que l'électrostimulation, c'est compliqué dans le sens où il faut avoir quelques qualifications et il faut vraiment connaître le domaine sur le bout des doigts. Et c'est compliqué parce que faut que l'ostéo, en fait, soit à côté de moi, il faut qu'on se partage les gains, il faut vraiment qu'on s'organise. Donc non, c'est très compliqué. J'ai de la chance, c'est qu'avec les fournisseurs que j'ai, en fait, j'ai de très bons programmes qui sont mis en place. J'ai des programmes de rééducation, j'ai vraiment de tout, même si je suis que coach sportif et que c'est pas mon métier kiné. Mais non, j'ai de la chance de pouvoir aider les gens sur ça aussi. Puis
T'as de la chance d'être quand même dans un local où il y a un peu de tout autour. Ouais, bien sûr. Donc, qui Bien permet de pouvoir s'envoyer les clients. Donc les kinés, les ostéos pourraient t'envoyer du monde, du coup. Ah, c'est important ça. Bah, ils peuvent m'envoyer du monde. Le seul problème, en fait, c'est que, comme j'ai dit au départ, j'axe vraiment sur le sport. J'axe pas vraiment sur la fainéantise et sur la rééducation. Donc, j'axe vraiment sur le sport. Donc, c'est très compliqué pour les personnes qui ont des pathologies, on va dire, particulières, des contre-indications. J'essaye de m'adapter en fonction vraiment des personnes que j'ai en face de moi. D'ailleurs, je fais des bilans à chaque début. Je fais vraiment tout. Mais c'est très compliqué. Donc, ouais. C'est pour ça que je dis que pas tout le monde peut se lancer dedans. C'est pas une activité. Pardon, allez-y. C'est pas une activité où il faut absolument se renouveler. Rappelez-vous des plateaux là, qui tremblaient. Ah, hop, le c'est fini. Power play. Non mais c'est vrai. Donc ça veut dire que ça a été une mode aujourd'hui. Est-ce que ça deviendra une mode pour votre activité et demain ça sera autre chose? Je pense pas, parce que je me dis que déjà il y a le gain de temps qui est fou et qui est phénoménal. Les résultats sont derrière. Donc si encore il n'y avait pas de résultats, je me dirais bon, c'est peut-être un effet de mode, voilà. Mais en fait les résultats sont à l'appui et en fait on peut vraiment faire de la musculation, vraiment perdre du poids avec en seulement 20 minutes à hauteur de 1 à 2 séances par semaine. Et il faut juste que les gens fassent un max de monde chez toi là. En tout cas, ou chez tes confrères un peu partout en France, parce que je suppose qu'il y en a un peu partout aussi. C'est ça, il y a à manger pour tout le monde, comme je dis. Oui. Donc, de toute façon, c'est sûr que quelqu'un qui va nous écouter en région parisienne ne va peut-être pas venir chez toi. Quoi que pendant les congés. Il y a la mer ici. Ouais, il y a la mer. L'été, il se fait des petites séances de. Tu fais pas des séances extérieures? Non, je pensais que je le fasse, ouais. Pas trop concept. Faut faire ça l'été. 50% pour l'idée. Elle prend ça comme. Elle est déjà dans le business. Elle dort pas. Elle dort pas. Elle cherche comment on fait du business. Mais elle a raison. Juste une question en termes de coût par rapport à un abonnement d'une salle de sport classique, c'est à peu près sans rentrer dans les tarifs. Oui, non, bien sûr. Alors, je propose vraiment plusieurs types de tarifs. Celui qui ressort le plus, c'est un abonnement en fait à 90 € par mois, du coup, à hauteur d'une séance par semaine, ce qui suffit largement à tout se développer. Justifie ce prix-là par la présence d'un coach. Donc vraiment, je suis là pour encadrer la personne, je suis là pour ne pas qu'elle se blesse et je fais des bilans. Je veux dire, je suis vraiment derrière la personne, alors que par exemple, dans une salle de sport classique, on va payer un abonnement, je sais pas, 15 €, c'est vraiment un prix au pif. Je pars du principe, en fait, c'est un attrape-couillon un petit peu, je suis désolé du terme, les salles de sport, parce qu'en fait, ils vont attirer le plus de clients possible, mais ils vont pas être là pour les aider, les gens vont se blesser, les gens vont être démotivés, il va pas y avoir d'accompagnement, donc le prix, on va dire, change beaucoup, et il joue beaucoup. Mais tu es tout seul, en fait? Tu es tout seul? Ouais, je suis tout seul, c'est ça. Moi, en fait, je fais vraiment du coaching privé et perso, je prends 1 à 2 personnes maximum par demi-heure. Puis en salle de sport, je suis désolée, mais enfin, quand on fait une séance avec Kevin, je vous dis qu'on n'en fait qu'une par semaine parce qu'on marche plus après. Vraiment, vraiment. Je vais passer pour Non mais on parle d'innovation ce soir, Ouais. voilà. On fait C'est une ça, la séance jeunesse par aujourd'hui. semaine. La salle, on y va 3 ou 4 fois par semaine pour avoir le même résultat, quoi. Et on perd combien de kilos par mois? Ça dépend. Si on se met en association avec sa mère qui fait la cryolipolyse, on est. Là, on perd. Le record que j'ai eu, c'est 16 kilos en 2 mois. De perdu. Ouais. Ah ouais, juste avec l'électrostimulation 2 fois par semaine. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a l'alimentation à côté, il y a un petit peu de tout. C'est sûr que si derrière Mais on il avait mange, je beaucoup à sais pas perdre. combien de saucissons, ça va pas le faire. Il faisait 105 kilos. Il faisait Oui. 105 kilos, il est tombé en dessous à 91, un truc comme ça, 92. Ah ouais, mais c'est de la graisse qui a été perdue ou c'est du muscle? Ah non, vraiment de la graisse. Ah non, vraiment de la D'accord, graisse. Ouais, vraiment, non, c'est vraiment que de la graisse. J'ai une question juste. Dans la part du temps, dès que tu fais du sport traditionnel, on dit que c'est à peu près 30 à 20% le sport. Ouais. Et le reste en alimentation, dès que tu es sur ce mode d'électrolyse, Ouais. c'est toujours dans les mêmes pourcentages ou T'augmentes un petit peu plus parce qu'en fait, il faut savoir qu'en musculation, quand on fait des mouvements de musculation, on travaille que 20 à 30% de la fibre musculaire. Ouais. D'où le fait qu'on passe 1h30 en salle et qu'on dit toujours qu'il faut travailler les mouvements doucement, alors qu'en fait, en électrostimulation, on est entre 90 et 100% de la fibre musculaire. Du coup, c'est ça qui augmente, on va dire, le gain. Ah, c'est énorme. Simplement. C'est ça qui fait mal. Super. On en apprend des Je choses ce confirme. soir dans cette émission jeune fait très mal. et patrons, qui sont-ils? Effectivement, on tourne autour de l'innovation, c'est bien ça. Kevin, pour finir, si tu avais justement un conseil à donner, tu donnerais quoi comme conseil pour se lancer? Pour se lancer, alors, toujours croire en ses rêves, déjà de une, et même si on traverse des périodes difficiles, vraiment croire en ce qu'on fait, et comme je dis toujours, les pensées positives attirent le positif, et il faut savoir prendre son Tout à courage à fait. deux mains. On a et fait se une lancer. émission sur la positivité Eh ben aussi. voilà. Et ça, Ouais. c'est vrai. Eh Je ben pense voilà. positive. Et Tiens. depuis, Il se passe beaucoup de choses, effectivement, pour Faut qu'on en parle. C'est très bien. Effectivement, merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques petites secondes, puisqu'on a on va encore parler de pas mal de choses avec Dominique.
Avis, partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Et donc, nous recevons Dominique de Saint-Laurent, dont tu es chef d'entreprise. Tu as démarré jeune, tu es encore jeune, bien évidemment, et qui, aujourd'hui, tu as réussi, clairement. Est-ce que tu peux te présenter en détail, nous expliquer un petit peu plus ton parcours scolaire, puis pro, évidemment? Oui, donc bonsoir à ceux qui sont encore là, parce qu'il est quand même déjà 11h moins 20, je crois. Donc, moi, j'ai 26 ans. D'expérience en entrepreneuriat. Mais tu as commencé il y a très longtemps. Oui, j'ai démarré, j'avais 22 ans, complètement par hasard, et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc du coup, je me suis enrichie de mes erreurs pour faire les choses mieux par la suite. Donc à 22 ans, j'ai repris un restaurant. Alors déjà, j'ai fait un peu d'études, pas grand-chose. J'ai eu mon bac, et puis après, j'ai essayé de faire un BTS, communication. Et puis ensuite, je voulais poursuivre mes études, mais la vie a fait que j'ai pas pu le faire, et j'ai repris un restaurant familial à l'âge de 22 ans, un restaurant de nuit. Et en fait, je me suis retrouvée à gérer du personnel, à faire venir de la clientèle qui était inexistante et à récupérer des dettes. Donc, en fait, ça a été assez sportif. Ah oui, sympa, effectivement, l'ambiance là. Oui. Et tout à l'heure, c'est toi, Kevin, qui parlait de détermination, qui parlait de croire en ses rêves. Donc, en fait, c'est ça qui m'a guidée. J'étais complètement folle parce qu'en réalité... le premier comptable que j'ai vu, il m'a dit écoutez, mademoiselle, déposez le bilan, c'est un gouffre financier, c'est pas la peine. Et je lui ai dit écoutez, je vais y arriver. Donc j'ai fait venir les copains, j'avais pas de voiture, je prêtais des voitures, j'empruntais des voitures pour aller faire des courses. J'avais pas de DJ, je faisais venir des copains qui faisaient un peu de musique. Et puis moi-même, je me suis transformée en DJ pour faire venir du monde. Ouais, ok, sympa comme parcours. Oui, c'est sympa. Ouais. Et ça a duré 10 ans. Ah oui, quand même. Oui, ça a duré 10 ans. Pour quelque chose qui devait fermer vite. Effectivement, c'était l'ancien temps, tu vois. C'était il y a 15-16 ans. 96, voilà. Donc je démarre en 96. C'est ce que j'ai dit. L'URSSAF n'était pas mes copains. Ils m'aimaient pas beaucoup. Moi, j'essayais de les aimer, mais ils voulaient pas de moi. Ah, ils ont beaucoup changé aussi. Oui. Ça s'est nettement amélioré. Non, c'est vrai. Enfin, pour faire court, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, je me suis improvisée, j'ai pris mon enthousiasme, ma détermination et j'y suis allée. Je savais pas ce que c'était qu'un bilan, je savais pas ce que c'était qu'un prévisionnel et en fait, j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai appris à recruter, j'ai appris à gérer, j'ai appris à compter. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai vendu ce restaurant. Donc, je suis passée de moins 150 000 à plus 300 000. Donc, à l'époque, on vendait son fonds de commerce. Voilà, à l'époque, on vendait son fonds de commerce. On a dit... Et je me suis installée à Marseille et puis j'ai eu l'opportunité de démarrer dans l'immobilier, encore complètement par hasard. Parce que ça n'a rien à voir avec le resto, ça. Alors, il y a un point commun, c'est l'humain. En fait, moi, j'aime les gens et du coup, le restaurant, ce qui me plaisait, c'est de faire manger les gens, de faire boire les gens, de faire danser les gens aussi, parce qu'en fait, j'ai transformé ce restaurant en bar de nuit. Ouais, ok. Je me suis beaucoup amusée. Et puis après l'immobilier, j'ai démarré comme ça en me disant, tiens, je connais pas, je vais voir. Et j'ai d'abord commencé en tant qu'agent commercial, donc auto-entrepreneur. Et puis ensuite, j'ai tout de suite monté ma première agence immobilière. Et là, j'ai fait les choses dans l'ordre. Je suis allée voir un comptable, j'ai fait un prévisionnel. Et donc, j'ai monté ma première agence immobilière. C'était en 2008. Oui, j'allais dire, c'était quand ? Ok, 2008. Ouais, okay. 2008. Et ensuite, au bout de 3 ans, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que j'innove encore. Mais comme je n'avais pas assez d'expérience dans l'immobilier, puisque je me suis un peu formée sur le tas, je me suis formée par la suite. Et j'ai intégré un réseau ERA Immobilier. Je me suis fait franchiser. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la franchise, c'est pouvoir bénéficier d'un savoir-faire de quelqu'un qui a une marque connue. Ça intéresse Laurie parce qu'elle va développer sa franchise après. Studio Victoria Méo, on va en voir partout en France. Elle croise les doigts. Elle t'écoute religieusement. Elle va nous expliquer comment on fait ça. C'est le but. On a justement une chef d'entreprise qui nous explique son parcours. Oui, donc je démarre avec cette marque ERA, donc j'embarque mon mari, entre-temps je rencontre mon mari, je fais un premier enfant qui a aujourd'hui 14 ans et donc je démarre ERA Immobilier et puis au bout de 7 ans, alors la franchise c'est parfait quand on va entreprendre, il faut avoir un peu de sous quand même parce que il y a un droit d'entrée, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'on a des process, on a de l'accompagnement et ça c'est un bon socle pour faire les bonnes choses. Et au bout de 7 ans, là, je dis, j'ai bien appris, maintenant je vais créer mon propre réseau. Ouais. Et donc, j'ai créé un réseau immobilier qui a maintenant 4 ans, qui s'appelle Wheeloge Immobilier Tout Compris. C'est un réseau national aujourd'hui. Et là, j'ai le chiffre d'affaires qui s'envole. Et donc, un réseau national, combien d'agences là Là, ce sont des agents mandataires. On est 80. D'accord, ok. Ah, quand même, déjà. Oui. Ok, en 4 ans.
une franchise à Lyon. Ok. Et en fait, avec de la détermination, en ayant trouvé les bonnes personnes pour m'accompagner, en l'occurrence aussi mon mari qui travaille avec moi depuis des années, mais aussi des collaborateurs juste extraordinaires, l'aventure est possible. Donc aujourd'hui... Belle réussite, effectivement. ça stimule quand même en plateau, hein, Quentin? Tu vois où tu vas atterrir dans quelques années? Je sais pas si j'ai. Alors, t'as pas commencé avec un bar dansant et tout ça, resto, non. Là, tu pars déjà sur un truc, c'est plus carré, c'est ce truc de maintenant. Je sais pas, mais c'est ouf quand même, parce que c'est quelque chose de beau. Ça montre bien que même s'il y a des difficultés, on peut arriver là. Alors, juste pour la petite histoire, quand je l'avais parce que là, c'est la belle face. Mais oui, parce que bon, ça n'a pas été. Oui, il y a des hauts très très bas. Bien sûr. Donc, je me suis retrouvée un jour où j'avais mon restaurant qui était sous l'eau parce que j'avais un problème de plomberie. Et comme j'avais pas les moyens de payer le plombier, on a écopé parce que c'était des gros travaux. Et en fait, tous les soirs, on écopait. Ouais. Donc, je sors de loin. Mais du coup, quand on est déterminé, qu'on aime ce qu'on fait, et qu'on bosse, parce qu'il faut bosser quand même beaucoup. Mais là, du coup, ça avance. Mais ça donne envie quand même. Ah ouais. Ça donne envie parce que quand on monte une société les premières années, c'est pas forcément que du plaisir. Mais là, du coup, quand on voit qu'il y en a qui arrivent à ce moment de plaisir et à ce moment d'être un peu moins stressé, je pense aussi, parce que du coup on en a quand même un petit peu, on a quand même des années d'expérience derrière qui font que on sait que ça va bien se passer. Tu vois Laurie dans 20 ans ce que tu feras, t'auras un gros réseau de franchises, studio Victor Néo partout en France. Dans 20 ans, j'espère être comme elle dans 20 ans. Et la clé, c'est de choisir les bonnes personnes. Aujourd'hui, j'ai aussi appris à déléguer. Je crois que c'est ça aussi qui... Très compliqué de déléguer. C'est la deuxième étape, c'est ça. Au début, on veut tout faire soi-même et puis après on apprend à en déléguer. On peut pas tout faire à un moment donné. C'est ça, et le problème c'est qu'on n'est pas forcément très bon à vouloir tout faire tout seul. Quoi. Et aujourd'hui, je fais travailler des auto-entrepreneurs. Donc c'est ça qui est rigolo aussi, puisque les gens se mettent à leur compte et puis ils peuvent vendre des biens immobiliers sous ton nom en fait. En bénéficiant de la marque WeLoge. Ouais. Donc nous, on est spécialisé en valorisation immobilière. Ce qu'on fait, c'est qu'on relook les biens avant de les vendre. Donc, d'accord, ok. Parce que j'allais te demander justement comment déjà l'idée t'es venue de se lancer là-dessus. Bon, t'as dit un petit peu par hasard. Tu peux peut-être juste nous en dire un petit peu plus, mais surtout l'immobilier, c'est quand même pas un marché simple. Qu'est-ce qui te différencie de la concurrence? Donc là, c'est clairement ce que tu commences à nous expliquer. Oui, alors l'immobilier, il y a quand même 40 000 mandataires en France, donc faut... Il y a des gros réseaux. Il y a des gros réseaux, il y a beaucoup de concurrence. En fait, c'est quand j'ai compris qu'avec les réseaux sociaux, tout était possible. C'est ça qui fait que je me suis dit j'allais pouvoir créer mon réseau. En fait, la première réflexion, c'était de dire, OK, t'as pas beaucoup de moyens pour monter un gros réseau, mais t'as des idées et t'as les réseaux sociaux qui vont t'aider. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Aujourd'hui, en France, les agents immobiliers font tous la même chose, donc il fallait trouver une idée qui se différencie. Et je me suis dit, on va aider les gens à relooker leurs biens gratuitement, c'est-à-dire qu'on va les conseiller, on va même leur offrir une prestation de homestaging, et grâce à ça, on va vendre le bien plus vite, plus cher, et tout le monde s'y retrouve parce que ça permet aux professionnels d'avoir une vraie valeur ajoutée, et ça permet aux particuliers de vendre son bien dans les meilleures conditions. Et ça fonctionne. Et du coup, vous bossez avec des prestataires en particulier, vous faites travailler les mêmes entreprises, etc. Donc ça fait aussi des partenariats entre entreprises qui peuvent être intéressants aussi, je pense. Exactement. On a des partenariats avec des professionnels de la décoration du homestaging. Maintenant, j'ai mes agents qui commencent de plus en plus à avoir la double casquette parce qu'avec l'expérience, ils commencent maintenant à comprendre et même ils se sont formés certains au métier de homestager. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est un private joke. On est en direct. Ouais, non, c'est super intéressant. Vas-y. Bon, c'est bien. Pendant que je parle, il y en a un qui fait des grimaces derrière. Non, pas du tout. On disait que je me disais que tu t'es inspiré beaucoup de relooking, de choses comme ça pour Lance. Voilà. Dominique Plaza. Non, ça c'est un autre réseau concurrent. Voilà, c'est ça. Tu fais quelque chose de différent. On fait quelque chose de différent et je crois que ce qui fait la différence, c'est aussi on aime travailler ensemble, quoi. Ça fait la différence quand on apprécie de travailler ensemble. Ça fait toute la différence. Et moi, j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément entendu. C'est que tu as expliqué qu'entre-temps, tu étais devenue maman. Tu travailles avec ton conjoint. Je vais encore prêcher pour ma paroisse. C'est très important pour nous, chez 100 000 entrepreneurs, de mettre en avant que, autant les hommes, mais il y a encore un petit combat à mener pour les femmes. Ouais, parce que souvent les femmes sont obligées de s'arrêter. Voilà. Les femmes, Dominique, c'est l'exemple. Alors on ne connaît pas tout son parcours, loin de là, mais c'est quand même l'exemple de la femme qui est passée par des difficultés, qui n'a pas baissé les bras et qui à côté a aussi réussi à avoir une vie de famille qui me semble épanouie. Donc bravo. C'est possible. Voilà, c'est
c'est 4 possible. enfants. Elle est l'exemple Oui, parce que je c'est suppose que possible. tu travaillais pas 35 heures, quoi. Donc, faut s'occuper des enfants, plus ça. la boîte. 4 en Et plus. là, Oui. Ouais, 4. C'est En du fait, boulot. j'en Ah, ai c'est pas chapeau, porté hein. 4, j'en ai élevé 4. Donc Ouais, j'ai mais mes quand beaux, même. voilà, 2 ans et demi, je les ai connus petits. Et j'ai 2 enfants qui ont 14 ans et 10 ans. Donc 4 enfants, Chapeau. oui. Hein. Mais quand on aime, on ne compte pas. C'est quoi ton objectif? Tu dis 80 aujourd'hui agents. C'est quoi l'objectif à court, moyen et long terme? Alors, on a un objectif là, à court terme, c'est d'être à 100 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Ah Donc, oui, d'accord, ok. On s'est structuré pour là en septembre avec. Gros recrutement, hein, si vous cherchez du boulot. Oui. et- C'est ça, si vous cherchez à vous éclater dans une boîte qui est fun, faut venir chez WeLoge. Ouais, pas de souci, Mais faut on avoir pourra envie de donner se les lancer à coordonnées son si on a compte. contact. Faut Ouais. avoir envie de se lancer à son compte parce que voilà, c'est ce qu'on propose. Donc déjà dans un premier temps, et puis ensuite l'objectif c'est de doubler l'année prochaine, et puis ensuite on verra. Déjà, on c'est va déjà pas faire mal. les choses bien. Chapeau. Et comment t'as géré Belle la réussite, crise Covid? Est-ce qu'au contraire, les gens se sont mis à plus acheter ou c'était plus difficile pour Vous l'obtention des n'aviez pas le crédits, droit par de exemple? visite aussi. Alors déjà, quand le confinement a été annoncé, c'était juste un mois après que j'annonce le développement national. Donc en fait, je venais juste de recruter. J'avais une trentaine de personnes à cette époque. Et c'était dur. En fait, j'ai paniqué, mais du coup, ça n'a pas duré longtemps. J'ai trouvé des solutions pour faire en sorte que les agents commerciaux qui étaient avec nous puissent être pris en charge pour continuer à croire en l'aventure. Et puis aussi, je leur ai permis de ne pas payer, ils ont une redevance à payer. J'ai fait la gratuité de la redevance. Et puis ensuite, une fois qu'on a été déconfinés, on a eu un deuxième confinement où on n'avait pas Ouais. le droit de faire des visites. Donc ça nous a Il y avait permis le quand même téléphone, non? Il y avait des visites virtuelles. bien visite avec FaceTime, on Ouais, faisait c'est des pas visites pareil, à hein. Quand on distance. visite un bien, Mais ça l'a fait, on a vendu des biens pendant le deuxième confinement avec des gens qui visitaient à distance parce qu'il y avait une urgence. Et maintenant, ça quelque part, le Covid a augmenté les besoins des alors, gens. c'est ce donc, que j'allais dire avec l'histoire du télétravail. En fait, clairement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à acheter des biens un petit peu partout. Il y avait Beaucoup de les taux d'intérêt Parisiens aussi, aussi, hein. clairement, qui. Excuse-moi, je te coupe avec les Non, taux vas-y. d'intérêt aussi qui sont qui ont été Oui, très bas pendant oui. la crise. Oui. Oui, mais il y a aussi Et beaucoup de gens Le donc, prix qui de bossent. l'immobilier a qui bossent dans les explosé, là. villes. Et Et c'est qui, le moment euh, de vendre, mais pas celui d'acheter. Ouais. Oui, en fait, il y a des petites villes où personne n'en voulait. Maintenant, les gens, ils s'arrachent les biens. Maintenant, Des quand villes à 200 km de Paris où les gens prennent un coup de train au fond du télétravail, par exemple, et puis c'est vrai autour des très grosses agglomérations, hein, Exactement. Marseille, Lyon ou autre. Et puis maintenant, les biens qui n'ont pas d'extérieur, c'est compliqué. Ouais, les gens ils maintenant- veulent plus, Ah ils bah veulent oui, plus être enfermés. Il faut au moins un balcon pour un Ah appartement. oui, c'est les ça gens, ils ont été traumatisés à rester chez eux entre 4 murs sans extérieur. Donc maintenant, pour les personnes qui n'ont pas d'extérieur, créez un extérieur, s'il vous plaît. Ouais, donc c'est compliqué. Donc clairement, donc les appartements sans extérieur, c'est dur à vendre, c'est ça? Disons que ça décote. Donc tout se vend parce qu'après, c'est une question de moyens et tout le monde a besoin de se loger à la hauteur de ses moyens. Mais c'est vrai qu'il y a une forte décote pour les biens qui n'ont pas d'extérieur. En tout cas, c'est un super parcours. Hein. Bah oui, franchement, chapeau. chapeau. Hein, C'est ça inspirant. donne envie. Hein. C'était un peu le but du Allez-y, plateau de ce soir. foncez, C'est ça, vous êtes jeune, faut y aller, faut Faut mettre y le aller. paquet. faut y aller, bien s'entourer, réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Et puis vraiment écouter son cœur. Faut faire. Si c'est pour se lancer que pour le business, ça sert à rien. Faut aimer ce qu'on fait et le business, il arrive tout seul. Il faut trouver des idées innovantes. Clairement, là, pour nos 4 entrepreneurs, vous avez tous un créneau sur l'innovation. Et ça, c'est très important, je pense, pour réussir si vous voulez vous lancer aujourd'hui. Vous démarquer, Ah, vraiment. clairement. C'est parfait tout ça. Merci beaucoup. Hein. Et oui, Ouais, on va clôturer on peut- ce débat. On avait Christophe Macon avec nous, qui est avocat au barreau de Toulon. Merci Christophe. Merci à vous. On avait aussi le temps que- On avait Marc Ouais, Isidore, voilà. qui est responsable régional de la communication des partenariats et aussi responsable du site de Toulon à l'URSSAF. Merci. Merci à vous. Christelle Reguel, qui est responsable de 100 000 entrepreneurs région PACA. Merci Regel. beaucoup. Regel. C'est pas grave. Merci de m'avoir invité. Je sais pas, je l'ai dit avant l'émission, hein, Christelle. J'ai dit, Oui. il faut forcément que Je vais te- quelqu'un, je vais te j'écorche taper quelqu'un sur les un nom, doigts, un tu vas prénom. voir. On verra à l'after après l'émission. Hein. On avait Laurie Calais, qui est gérante du studio Victoria Meo. Merci Laurie. Merci à vous. On avait aussi Quentin Bichy, qui est gérant, cofondateur de Linking Peak France. Link Peak. Link Peak France. On n'est Et pas. tu es accompagné de ton Non, co-gérant non, mon frère qui est Ah, fondateur avec ok. moi est au travail.
Et grande force à lui. Mais donc là, dans le public, nous avons... C'est la responsable de la communication et un ami à moi qui nous a gentiment conduit jusqu'ici. Bravo. Et le chauffeur en plus, c'est pas beau ça. En plus, j'ai pas payé l'essence. On avait Kevin Blo qui est de Body Performer, la salle de sport. Merci. Ouais, merci à vous. Et puis Dominique de Saint-Laurent qu'on vient d'entendre pour conclure cette émission et cette superbe réussite, qui est donc gérante de WeLodge. 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 On va faire un petit cours de prononciation, Lucas. Tu nous auras fait à tous les là, mais là, séminaires. je crois que là, C'est la fin, c'est pour ça. Je vais laisser se représenter. Ouais, c'est la fin de l'émission, c'est ça. De WeLodge, effectivement, le réseau, gros réseau d'agences immobilières qui est en train de se monter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, nous on se retrouve le mois prochain pour une prochaine enquête, mais retrouvez aussi tous les jours toutes les actus sur le site internet de Faut qu'on en parle, www.fautquonenparle.fr pour louper aucune info. Exactement, www.fautquonenparle.fr. On se donne rendez-vous bientôt. Très très vite. À ciao. À bientôt. Bye bye bye. Bye.